C'était lors d'un cours et j'ai dû interrompre le cours. Et là, au milieu de mon groupe, face à moi, j'aperçois un début de matérialisation. Je distingue très, très nettement un homme. Et cet homme, comment dirais-je, s'est placé au milieu du groupe, comme cela. Il était debout, il était ainsi, et il portait une veste redingote. Quand j'ai vu cette manifestation, eh bien, je lui ai demandé de se présenter, je lui ai demandé mais qui êtes-vous? Cette présence masculine me dit « Je suis Edmond ». Et je lui ai demandé « Mais Edmond qui ?» Et il me dit « Je suis Edmond de Goncourt ». Pascale Lafargue est hôtesse de l'air depuis 20 ans, mais elle est également médium. Fascinée depuis toujours par la réincarnation, elle se passionne pour la recherche des vies antérieures et cherche même à transmettre son savoir en donnant des cours. Nous avons voulu savoir comment elle procédait. Pour cela, nous avons enquêté avec elle sur l'expérience de Françoise, une expérience des plus troublantes. Là, je lui ai demandé « Mais vous êtes venue pour qui et pourquoi ?» Et là, il me pointe du doigt Françoise et il me dit « Je suis venue pour cette femme, nous nous sommes bien connus, elle s'appelle Julia ». Donc, à partir de cet instant-là, je regarde Françoise et je lui demande de me donner la main. Et j'ai demandé mentalement, mais qui est cette personne? Je veux savoir. J'ai eu l'impression de remonter très très loin dans le temps et j'ai eu la révélation de qui elle était. Voilà. Pascale Lafargue prétend que l'apparition de l'écrivain Edmond de Goncourt lui a révélé ce jour-là que Françoise était Julia Daudet, femme d'Alphonse Daudet, l'inoubliable auteur des Lettres de Montmoulin. À partir de là, pour Françoise, commence un véritable travail d'enquête. Première étape, la bibliothèque. Il ne faudra pas beaucoup de temps à Françoise pour se persuader qu'il y a dans ses livres les toutes premières preuves de sa vie antérieure. En découvrant la photo de Julia, elle discerne aussitôt une troublante ressemblance. C'est dans celui-là, oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup. Ce visage, ce portrait-là de Julia, je le trouve extrêmement ressemblant. Avec Julia, il y a quand même beaucoup de points communs avec ma vie actuelle. Notamment, Julia était d'origine bretonne, je suis d'origine bretonne. Elle se teignait les cheveux en roux, donc je suis rousse. Elle avait les yeux verts, j'ai les yeux verts. Françoise et son médium décident de se rendre à Champ-Rosay, dans la maison où vécurent Alphonse et Julia Daudet. Une fois sur les lieux, Françoise verra bien si elle ressent quelque chose de particulier. Mais c'est Pascale qui réagit la première. Ma main a touché comme ça les livres partout, j'ai regardé et je me suis arrêtée sur un livre. Ce livre, c'est celui-ci, que j'ai ouvert d'un seul jet. Il y avait sur la page de ce livre une photo avec Alphonse Daudet qui tenait par le bras Edmond de Goncourt et Edmond de Goncourt qui était exactement habillé comme lors de la matérialisation lors du cours. Alors là, c'était pour moi la réponse que j'étais venue chercher. Puis Françoise fait le tour de la maison. Elle est carrément bouleversée. J'ai éprouvé une vive émotion. J'avais beaucoup de mal à parler. J'avais vraiment l'impression d'avoir vécu dans cette maison. Devant le portrait de Daudet, Françoise ne contient plus son émotion. Je ressens une grande souffrance, une grande détresse. Convaincue de cette réincarnation, Françoise et son médium se rendent sur la tombe d'Alphonse et de Julia Daudet au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Mais comment expliquer une telle démarche, une telle conviction? Explication avec le docteur Lepastier. Je pense qu'un certain nombre de médiums sont des gens de bonne foi. Ce sont des sujets, non pas qui lisent dans les pensées, mais qui ont une capacité de s'identifier de très près aux personnes qui sont en face d'elles et qui ont la capacité de leur dire ce qu'elles ont envie d'entendre. Là où il y a un risque, c'est que cette position de médium donne un très grand pouvoir sur la personne qui est venue consulter. C'est très impressionnant de se trouver là sur la tombe de Julia. Et je réalise subitement en fait que l'âme de Julia revit à travers moi et c'est affolant quand même. Nouvelle expérience.
Nous emmenons cette fois Françoise dans une autre maison où Alphonse Daudet et sa femme ont vécu près de 10 ans. Elle vient ici pour la première fois. Ça me parle, c'est bizarre. Mais par contre, là, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, que c'était pas comme ça à l'époque. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose comme une verrière. Pour vérifier cette intuition de Françoise, nous avons consulté les archives de la ville de Paris. Nous avons trouvé cette photo. Elle montre en effet qu'il y avait ici, à la fin du 19e siècle, des boutiques avec de nombreuses fenêtres. Avant d'entrer dans cette cour, j'ai eu des ressentis de connaissance. Et j'ai eu une grande émotion. D'ailleurs, j'ai du mal à revenir à la réalité. Mais je suis assez bouleversée. Si la sincérité de Pascal n'est pas à mettre en doute, rien ne dit que Françoise a réellement vécu cette vie passée. Autosuggestion, manipulation de l'esprit, fantasme d'une vie rêvée, voilà des explications plus simples et plus crédibles que l'hypothèse de la réincarnation. Alors ce témoignage impressionnant permet-il de croire à la réincarnation? Il semble qu'il n'y ait aucune preuve. D'un autre côté, il existe de nombreux témoignages du même genre dans tous les pays du monde. Un homme, Ian Stevenson, professeur de psychiatrie aux États-Unis, a passé sa vie à enquêter sur les phénomènes de réincarnation. Il a pu rapporter des 4 coins de la planète des histoires stupéfiantes. Exemple, l'histoire de ce garçon né avec une malformation de l'oreille, mais aussi avec le souvenir troublant d'une autre vie. Ce jeune garçon m'a dit se souvenir d'une vie antérieure où il était un fermier turc. Il raconte que ce fermier dormait dans un champ et qu'un chasseur, le prenant pour un animal, lui a tiré dessus, lui arrachant la partie droite du visage ainsi que l'oreille. Après l'enquête à l'hôpital, Ian Stevenson s'est procuré un rapport confirmant l'histoire de ce fermier mort. Les détails précis et les noms livrés par l'enfant se sont avérés exacts. Autre exemple, voici la photo d'un meunier tué à coups de pelle. La photo provient du rapport officiel du médecin légiste. Les marques sont très caractéristiques. Or, un enfant prétendant se souvenir précisément de la vie de ce meunier présente sur son crâne des marques très proches. Peut-on considérer cela comme une preuve de la réincarnation? C'est un phénomène connu depuis le 19e siècle en psychiatrie. C'est ce qu'on appelle les stigmates hystériques. Je veux dire, un certain nombre de sujets, par exemple, présentaient les stigmates du Christ sur leur corps, et ce n'était pas des réincarnations du Christ, ça en est sûr. Mais alors, comment expliquer cette autre histoire déconcertante étudiée par le professeur Stevenson? Dans les années 70, en Inde, un petit garçon est victime d'un accident occasionné par une machine agricole. Les doigts de sa main droite sont sectionnés et il meurt peu après d'une hémorragie. Quelques années plus tard, un enfant né sans doigt à la main droite révèle de multiples souvenirs concernant l'enfant mort. D'après Ian Stevenson, naître sans doigt est un phénomène extrêmement rare. La coïncidence est d'autant plus troublante que chez les 2 enfants, les mêmes doigts sont manquants. On décide alors d'emmener l'adolescent dans la maison de l'enfant mort. Il est reçu par la mère et le frère aîné. Le jeune homme est immédiatement reconnu et accepté par les 2. Au point qu'aujourd'hui, il passe une grande partie de l'année dans cette 2e famille. Les preuves ne sont donc pas suffisantes et il pourrait s'agir éventuellement de coïncidences pures et simples. Ce qui nous laisse encore le loisir d'y croire ou pas. De toute façon, c'est bien la plus grande énigme qui soit et nous ne sommes pas près de la résoudre. Françoise Ray, Pascal Lafargue, bonsoir. Bonsoir. Docteur Abgral, bonsoir. Vous êtes médecin, psychiatre. Vous êtes également expert judiciaire, criminologue. Ce soir, vous serez notre expert. Vous allez nous donner votre avis, qui est un petit peu celui de la science aussi, sur l'ensemble des phénomènes qu'on va aborder ce soir. Mais pour commencer, j'aimerais me tourner vers Françoise et lui poser une question toute simple. Françoise, vous êtes réellement persuadée d'être la réincarnation de la femme d'Alphonse Daudet? Écoutez, vu les ressentis que j'avais, je me suis souvent posé des questions, bien avant de connaître l'histoire de Julia. Et je peux vous dire qu'en 1997, il y a eu l'anniversaire du centenaire de la mort d'Alphonse Daudet. La maison Daudet allait être ouverte au public. Et j'ai vraiment eu une réaction que sur le coup, je n'avais pas du tout compris, parce que j'ai dit « Oh non, pas la maison, pourquoi tous ces gens qui vont rentrer dans la maison ?» Non.
Puis après, je me suis dit, mais enfin, tu es complètement stupide, qu'est-ce que ça peut te faire? C'est pas ta maison, enfin. Et donc, avec la manifestation d'Edmond de Goncourt, là, j'ai réalisé, j'ai compris vraiment tous ces ressentis que j'avais pu avoir longtemps auparavant. Pascal, c'est vous qui avez révélé à Françoise qu'elle était réincarnée. Est-ce que vous êtes réellement certaine de ce que vous affirmez? Parce que c'est quand même, a priori, comme ça, vu de notre côté, quelque chose d'énorme. Je comprends tout à fait, lorsque l'on découvre le sujet, on peut tout à fait admettre que c'est énorme et ça, je l'accepte 100%. Dans le cas de Françoise, il faut savoir une chose, c'est que, en général, quand je fais une recherche de vie antérieure sur une personne, j'ai besoin d'un contact, d'une poignée de main. Et là, j'émets le souhait de remonter dans une des vies antérieures de la personne. Et à partir de là, j'ai des images, je vois et j'entends. C'est pas très scientifique, c'est quelque chose d'un peu plus, étrange. Non, c'est pas du tout étrange. Il faut arrêter de dire des mots étranges à des choses qui n'en sont pas. Ouais, ça vous paraît très clair. Oui, ça me paraît très clair. Vous pouvez essayer, tout le monde peut essayer. C'est pas réservé à une catégorie de personnes ou de gens. Tout le monde peut s'essayer à faire des expériences, ne serait-ce que tenir un objet entre les mains et en se concentrant, pouvoir en raconter son histoire. En prenant la main du docteur, par exemple, ou la mienne, vous pourriez éventuellement tenter cette expérience-là sur le plateau. Je pourrais le faire, mais je je ne le souhaite pas, là. D'accord. Parce que je présume que l'ambiance est agressive et que vos dons sont perturbés. Non, pas du tout, pas du tout. Mais parce que moi, je vous soumets un petit test. Je vous donne cette montre, vous me racontez l'histoire de cette montre. Non, je ne le souhaite pas. Ah. Je ne le souhaite pas. D'une part parce que je n'étais pas préparée, on m'a pas c'est vous qui m'en parliez, donc c'est pour ça qu'on parle de ça. Oui. On va parler à nouveau du cas de Françoise. Docteur, alors la réincarnation, c'est une croyance, c'est même le fondement de certaines religions. Tout à fait. Donc, la conviction de Françoise se respecte, là aussi, mais j'imagine que vous, forcément, scientifique, la réincarnation, c'est quelque chose d'un peu énorme. Non, mais moi je respecte tout à fait la conviction de Françoise. Je ne suis pas du tout perturbé par ça. Ce que je nie absolument farouchement, c'est la réalité de ce que vous vivez. On peut tous vivre quelque chose. Moi, j'ai un gabarit de chevalier teutonique, je peux vivre que je suis une réincarnation d'un chevalier du Graal qui va guerroyer contre l'irrationnel. C'est d'ailleurs à peu près comme ça que je me vis. Mais je ne suis pas descendant ni de Lancelot, ni de Galahad, ni rien. Je suis le docteur Abgral, point final, né à une certaine année, qui mourra une certaine année, et qui ne se réincarnera pas. Comment pouvez-vous l'affirmer ? Parce que après, vous êtes extraordinaire. On va dire simplement 2000 ans de civilisation christique, si la réincarnation existait vraiment, on en aurait les preuves. Par exemple, sur les expériences du docteur Stevenson, qui est un de vos confrères qui a beaucoup travaillé. Alors ce n'est pas un confrère, c'est un confrère à la mode américaine. D'accord. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se proclame psychiatre parce qu'il a eu un diplôme de psychiatrie dans une université américaine, qui n'a pas de chaire de psychiatrie, mais qui, depuis 30 ans, vit. Ah, il est immergé dedans, c'est sûr. Il est immergé là-dedans. Et je veux dire, mais on a tous, même chez nous en France, on a des médecins tarés. Ce qu'il trouve, c'est vrai que c'est assez rare de naître sans doigt, par exemple. C'est vrai qu'il dit que c'est rare. C'est pas rare. Il doit y avoir chaque année, je ne sais pas, moi peut-être... Une oreille en moins, tout ça, c'est 10 000, 100 000 cas de personnes qui naissent avec une oreille en moins, un nez en moins, le coup sur le crâne, ça vous paraît pas... Écoutez, on a parlé des sœurs siamoises, qui là, c'est vraiment le cas extrême. Bon, on en a une chaque année en ce moment. Alors, la rareté des malformations génétiques, c'est pas du tout rare. En conclusion, docteur, sur ce principe de la réincarnation et des croyances sincères de nombreuses personnes. Je vous reprends sur une chose, je crois tout à fait, madame, dans ses expériences. Je crois qu'elle vit quelque chose, qu'elle sent quelque chose, mais je dis, ça ne correspond pas à l'interprétation qu'elle en fait. Bon. Pascal, Françoise, merci beaucoup d'être venue avec nous ce soir. Je vous propose, pour aller plus loin dans le débat, de regarder l'expérience que nous avons tentée avec Bernard Raquin, un psychologue spécialisé dans ce qu'il appelle les séances de régression. Bernard Raquin pense pouvoir nous faire remonter dans nos vies antérieures. Nous avons donc tenté l'expérience avec une personne que nous avons nous-mêmes choisie. On regarde le reportage et on en discute. Docteur, tout de suite après. Bonsoir. Bonjour, monsieur. Pour Bernard Raquin, il n'y a aucun doute. La réincarnation est une réalité et nous avons tous vécu de nombreuses vies avant celle que nous menons actuellement. Depuis des années, il propose à tous ceux qui le désirent de retrouver sous hypnose ces vies antérieures. Nous avons décidé de le mettre à l'épreuve. Pour tenter l'expérience, nous avons choisi Valérie, 31 ans, cadre supérieur. Comme presque tout le monde, elle a vaguement entendu parler des vies antérieures et c'est sans préjugés qu'elle accepte de tenter l'aventure. Je suis prête. On y va? Je n'attends rien parce que je pense que quand on attend quelque chose, on est souvent déçu, mais
quelque part, il y a une petite partie de moi qui espère un peu, oui. Bernard Raquin estime que plonger dans ses vies passées permet de dénouer certains problèmes psychologiques. Il commence donc par se renseigner sur notre témoin. Dites-moi, qu'est-ce qui vous préoccupe? Peut-être parfois un malaise ou un mal-être que j'ai du mal à comprendre. En général, je suis quelqu'un je suis toujours de très bonne humeur, toujours à l'aise avec les gens. Mais au fond de moi, j'ai quelque chose qui est extrêmement triste. Donc j'ai un chaud et un froid qui parfois sont difficiles à gérer. À partir de maintenant, Bernard Raquin va plonger Valérie dans un état de profonde relaxation. Malgré les apparences, elle ne dormira pas. Elle pourra même se souvenir de tout ce qui se dira pendant la séance. Ressentez simplement ce qui se passe dans votre corps. Et dans votre corps, il se passe pas mal de choses assez différentes. Il y a bien sûr votre respiration. Une respiration qui devient... L'expérience va durer plus de 50 minutes. Valérie doit maintenant se concentrer sur la voix du spécialiste qui lui fait revivre à reculons différentes périodes de sa vie. Vous avez 12 ans. Vous avez 6 ans. Grâce à l'hypnose, Valérie voyage dans le temps, d'abord dans sa vie présente jusqu'à redevenir un petit bébé dans le ventre de sa mère, puis dans ses vies antérieures. Sensation du petit bébé dans le ventre de votre mère, dans le ventre de votre mère. Vous allez traverser le temps. Soudain, tout se déclenche. Valérie donne l'impression de vivre une sorte de rêve. Elle semble voir des choses et peut même les décrire. Elles ont mon âge. Oui, Elles sont métissées. Je suis pas une fille. vous n'êtes pas une fille, vous êtes un garçon. Je suis seule sur un bateau. Mot après mot, Valérie tisse un récit cohérent et précis. Dans ce scénario, elle est un jeune homme métis, esclave en Afrique qui vit dans la terreur de ses maîtres. Mais elle parvient à s'évader et retrouve enfin la liberté. Fin de la séance. Le spécialiste prend son récit pour argent comptant et en tire ses conclusions. Pour lui, Valérie vient de rapporter le souvenir d'une existence passée et il n'envisage pas une seule seconde qu'il puisse s'agir d'un simple fantasme. Le fait de revivre en fait ces vies antérieures et toutes ces sensations qui ont été enregistrées dans le corps nous en libère parce qu'on comprend d'où ça vient et on voit qu'on n'en a plus besoin. Après en avoir discuté un petit peu avec elle, la liberté, la recherche de liberté, c'est le souci numéro 1 de sa vie. Je suis absolument pas persuadée qu'il s'agit d'une vie antérieure. Je peux pas en être sûre. C'est encore une fois, il n'y a rien de palpable. Ce sont que des sensations plus ou moins fortes. Et c'est vrai que là, les sensations l'étaient parce que j'avais tous mes sens qui étaient réveillés. Maintenant, je peux pas certifier que c'était effectivement une vie antérieure. En tous les cas, je l'ai senti très vivement. Valérie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir tenté l'expérience pour nous. Est-ce que cette expérience a changé des choses pour vous? Pendant peut-être 1 ou 2 jours, j'avais l'impression d'avoir une ombre derrière moi. C'était assez particulier. Comme s'il y avait cette deuxième personne enfermée à l'intérieur de moi qui me disait attention à ça ou attention à ci. Peut-être un petit peu déstabilisant. Maintenant, les évolutions que j'ai eues, c'est des prises de conscience par rapport à des problèmes que j'ai toujours pas réglés. Mais rien de plus. D'accord. Bernard Raquin, pour vous, il n'y a aucun doute, l'expérience qu'a vécue Valérie, c'est une expérience de vie antérieure. Une seule expérience n'est pas déterminante pour savoir d'une façon certaine s'il s'agit d'une vie antérieure ou s'il s'agit d'une esquisse de vie antérieure ou même d'une construction. Ça, c'est possible aussi. Mais le plus important, c'est quand même ce que ça va apporter aux gens. C'est ça mon idée. Moi, je travaille plus dans la thérapie, donc c'est pas tellement savoir qui on a été, à la limite... peu importe. Ce qui est très important, c'est qu'est-ce que ça va changer dans la vie présente. Bon. Docteur, j'imagine que pour vous, ce qu'a vécu Valérie, ça n'est pas du tout, selon vous, une expérience de vie antérieure. Moi, ce qu'elle a vécu, c'est remarquable. Je trouve que c'est du très très bon travail qui a été fait. C'est ce que les psychiatres appellent le rêve éveillé dirigé. Et dans ce processus dérivé de l'hypnose, madame fait remonter à la surface ses blocages, ses angoisses, ses anxiétés, son mal-être, son positionnement au quotidien, etc., etc. Et je crois qu'il faudrait que vous-même, seul, vous en tiriez, je dis bien seul, vous en tiriez les conséquences, vous l'analysiez morceau par morceau et vous envoyez la signification aujourd'hui dans votre vie. Pour vous, ça a une vraie utilité thérapeutique. Tout à fait. Ça, c'est une technique de psychologue ou de psychiatre. Maintenant, je suis beaucoup plus gêné lorsque monsieur dit « je fais de la thérapie ». Aujourd'hui, il y a un problème en France, c'est qu'il y a un titre, c'est celui de psychothérapeute, qui n'est pas réglementé. Je ne parle pas de vous, n'importe qui peut faire n'importe quoi et peut injecter
chez quelqu'un l'idée qu'il est la réincarnation de ceci, de cela, qu'il a vécu telle ou telle vie, et aboutir à des catastrophes absolument abominables. Non, c'est rarement le cas, ça, quand même. Alors, attendez, ça, c'est votre opinion. Vous pensez qu'il y a des dérives très dangereuses? Il y a des dérives. Moi-même et mes confrères, on assiste tous les jours à ces dérives. Ça arrive devant les tribunaux parce qu'on a à la fois des suicides, des drames, des escroqueries, etc., etc. Parce que le concept d'état antérieur, c'est une foutaise. De vie antérieure, c'est une foutaise. Pour vous, la méthode est bonne, mais l'analyse qui est faite de dire c'est une vie antérieure, ça devient dangereux. C'est du mépris envers les 1 milliard de bouddhistes, les 1 milliard d'hindouistes et le quart des catholiques, sans compter des juifs et des musulmans, qui croient aux vies antérieures. Et si une personne a cette recherche spirituelle, pourquoi ne pas y répondre? Et vous, Valérie, par exemple, ne dites pas que vous faites de la thérapie. Valérie a fait ça pour nous. Valérie. Ah non. Attendez. C'est comme si les prêtres s'arrogent le droit de faire la thérapie. Docteur. Il y a une évolution depuis 40 ans. Et moi, de célébrer la messe. Docteur, Valérie a testé l'expérience. Pour nous, a priori, elle ne croyait pas vraiment aux vies antérieures. Cette expérience vous a pas complètement fait changer d'avis, vous êtes troublé, mais vous ne croyez pas vraiment à ça. Lorsque Bernard Raquin vous dit que c'est peut-être une vie antérieure, ça vous inspire quoi? Ça vous déstabilise ou franchement pas vraiment? Non, j'essaie simplement d'avoir une ouverture d'esprit suffisante pour m'adapter à différentes expériences. Maintenant, effectivement, ça peut peut-être l'être, mais ça peut aussi ne pas l'être. Mais je ne me sens pas déstabilisée par rapport à ça. Voilà, s'il y a une conclusion à apporter à ce petit débat, c'est très clairement que lorsqu'on aborde les problèmes psychologiques, il faut faire très attention et faire très attention à qui on a affaire. Valérie, Bernard, merci d'avoir participé à l'émission. Nous allons maintenant aborder un autre thème qui n'est pas forcément le plus connu, mais certainement l'un des plus étranges, c'est l'écriture automatique. Certaines personnes, vous le savez, se disent médiums et pensent donc être capables de recevoir des messages de l'au-delà qu'elles transmettent par l'écriture. Les 2 médiums que vous allez voir maintenant, ce sont 2 femmes, ont accepté pour nous de se livrer à une expérience qui n'a pas été si facile que cela pour elles. Regardez. Il y a des médiums qui prétendent voir, d'autres entendre, et il y a ceux qui prétendent écrire sous la dictée des esprits. C'est ce qu'on appelle l'écriture automatique. Nous sommes à quelques kilomètres de Paris. C'est ici que vit Françoise Delahage. Ancienne chef d'entreprise, elle décide il y a tout juste un an de tout plaquer pour mettre au service des autres son don de médiumnité. Quand on est en écriture automatique, c'est donc qu'on est médium. Alors qu'est-ce qui se passe? On capte la pensée de quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre serait un esprit qui dicterait à Françoise des messages destinés à ses clients. Elle les retranscrit par le biais de cette étrange écriture. Ce qu'ils viennent chercher, en fait, c'est l'amour, le pardon et la paix. Et puis il y a ceux qui sont un petit peu en perdition, qui n'ont pas forcément quelqu'un avec qui ils ont besoin de communiquer, mais qui ont envie de parler avec l'ange pour recevoir des conseils sur la bonne façon de prendre un tournant. Bon, je ne suis pas du tout voyante et moi je ne suis qu'un canal, il faut bien se rappeler ça. Donc à ce moment-là, l'ange intervient et nous dit des choses que moi je ne peux pas savoir qui concernent la personne qui vient me voir et c'est toujours constructif. Nous lui avons donc demandé de se prêter à une expérience face à une personne qu'elle ne connaît pas. Mélanie, 23 ans, étudiante en cinéma. Elle a accepté de venir consulter Françoise. À quelques heures de la séance, elle attend peut-être de cette expérience un signe de l'au-delà. J'ai une arrière-grand-mère qui est morte quand j'avais 12 ans. Et si c'était possible, ouais, j'aimerais bien pouvoir échanger un peu avec elle. Mais bon, c'est pas fait, hein. Il est 14h. Mélanie se rend chez Françoise. Les 2 femmes ont juste échangé quelques mots par téléphone, mais elles ne se sont jamais rencontrées. Avant de commencer la séance, Françoise, comme à son habitude, a besoin de discuter quelques minutes avec la personne venue la consulter. En savoir plus sur Mélanie, étudier son état d'esprit. Françoise percevrait-elle déjà quelques traits de sa personnalité? Et de passer à côté? D'accord. Ok, on y va. C'est un dialogue. Vous posez vos questions, vous avez les réponses. Vous allez emporter vraiment l'intégralité de cette communication. C'est un dialogue. Il faut bien que vous vous rendiez compte de ça. Quand Françoise parle d'écriture, c'est en fait sous forme de pointillés qu'elle retranscrit ce qu'elle dit être la pensée de l'esprit. C'est heureux que je te rencontre. Il est maintenant 14h30, la séance commence. Françoise prétend maintenant être en contact avec Marguerite, l'arrière-grand-mère de Mélanie, décédée il y a 10 ans. Une série de questions s'abat alors sur Mélanie. Mais le dialogue ne s'installe pas, Mélanie ne semble pas réceptive à ce qu'elle entend. Pendant presque 1 heure, Françoise persiste sans résultat. Mélanie reste perplexe. C'est déstabilisant entre tu
Il faut lui répondre. Hein. Ouais, il faut que je Et oui, bien sûr. Mais il n'y a pas un moyen que je puisse la reconnaître parce que c'est... Enfin, ça me fait bizarre de me dire que c'est elle, qu'elle a... Est-ce que tu es... Peu convaincue, Mélanie a besoin d'avoir la preuve qu'un esprit est là et qu'il est bien celui de son arrière-grand-mère. À aucun moment, la médium ne répond à sa demande. L'expérience échoue. Bon, donc apparemment, vous avez du mal à vous sentir en paix. En paix avec vous-même, sûr de vous. Enfin, je sais pas. Comme vous ne parlez pas, je ne veux pas faire une analyse sauvage. Mais c'est difficile de... Déjà, j'essaie de décrypter ce qu'on me dit et puis... Bon. Je suis désolée de te quitter. Sujet peu réceptif, médium peu convaincant, c'est finalement l'incompréhension qui l'a emporté. Mélanie repart donc sans message mais reste lucide sur l'expérience qu'elle vient de vivre. Elle faisait son job, quoi, et elle le faisait bien en plus, donc avec vachement d'humanité et de gentillesse, mais de douceur. Mais après, c'est moi qui n'étais certainement pas suffisamment réceptive à ce qu'elle propose, et du coup, ça fonctionnait pas tout le temps, quoi. Nous décidons de continuer l'expérience. Une autre femme, Anne-Ray Wendling, accepte d'être filmée en pleine séance d'écriture automatique. Depuis 10 ans, elle communique presque tous les jours avec l'au-delà, et pourtant cette femme a de lourdes responsabilités. Elle est directrice générale d'un des plus grands groupes audiovisuels français. Mon travail, en fait, consiste à produire des émissions pour la télévision, des films de long métrage, des dessins animés. Ce qui m'oblige évidemment à beaucoup bouger, beaucoup remuer, partir en Europe, au Canada, pour trouver des coproducteurs. Et puis également gérer des équipes, à la fois artistiques et à la fois évidemment techniques. Donc c'est un travail extrêmement prenant, extrêmement passionnant aussi, mais qui dévore le temps, évidemment. Un métier qui plonge Anne dans un monde plus que concret. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, elle vit dans deux mondes bien distincts. Mais en 96, les esprits lui auraient fait une bien étrange requête. Ils m'ont dit maintenant que tu sais, tu dois écrire. Tu dois écrire un livre pour témoigner. Quelle horreur! Moi, dans mon métier, oser témoigner dans un livre, mais je leur ai dit, mais on va me prendre pour une folle furieuse. Et je voyais déjà la tête de certains directeurs de chaînes ou de certains directeurs de secteurs dans les chaînes qui allaient se dire, oh là là, la pauvre, non mais attends, là, il faut qu'on s'arrête de travailler avec elle. J'imaginais mon entourage de travail ici, et j'ai dit non, ah non, ça vous pouvez pas me demander ça. Et ils ont tellement insisté que j'ai fini par l'écrire, ce livre. Aujourd'hui, la médiumnité de Anne n'est plus un tabou. Tout le monde le sait. Collègues, amis, tous veulent recevoir un message. Mais un jour, elle doit choisir. À ce moment-là, je me suis dit, mais il faut que j'arrête de travailler. Il faut que j'arrête de travailler. Il faut que j'ouvre un cabinet et que je reçoive les gens et que je réponde à leurs demandes, puisque je peux le faire. Et là, j'ai vraiment été très, très angoissée. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas tirer d'argent de ça. Mais si j'arrête de travailler, comment je fais dans le concret, moi? La vie, elle est là. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai demandé, et ils m'ont dit, alors surtout pas. Tu n'ouvres pas de cabinet, on a besoin de toi là où tu es. Malgré un emploi du temps chargé, Anne a accepté pendant la pause déjeuner de se prêter à une démonstration. Nous avons demandé à Mélanie de nous rejoindre dans un grand appartement du 16e arrondissement. La communication va-t-elle cette fois s'établir? La séance commence. D'abord, je n'entends rien, j'attends. Avec le crayon, ça fait des traces parallèles. Et d'un seul coup, whoop, le crayon file comme s'il était mu par une pulsion. Par contre, c'est dans ma tête qu'on me dicte chaque mot, exactement comme quand j'étais à l'école, quand j'étais petite. Vous savez, la maîtresse qui nous dictait un message. Anne dit communiquer avec l'esprit d'une grand-mère qui n'est pas celle de Mélanie, mais celle de Jean-Luc, notre caméraman. Jean-Luc. N'ayant pas souhaité être filmé, il nous a toutefois confirmé, après la séance, l'exactitude des propos du message. À cet enfant. Pourquoi Mélanie n'a quant à elle rien reçu? Les esprits seraient-ils capricieux? Les esprits sont-ils vraiment parmi nous?
Anne Revenling, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté cette expérience un peu étonnante. Alors, vous l'avez vu dans le reportage, au départ, on souhaitait obtenir des informations sur Mélanie, la jeune femme blonde. Et finalement, vous avez donné des informations visiblement troublantes sur notre caméraman. Ça n'a pas arrangé nos affaires, vous l'imaginez bien. Parce que, alors, comment vous expliquez que ça marche sur l'un et pas sur l'autre? Mélanie, je n'ai rien eu, rien entendu, rien eu. Par contre, nous étions à table dans un petit restaurant avant l'expérience, quand j'ai vu, entre guillemets, la grand-mère de Jean-Luc. Et elle avait dans les mains quelque chose de très beau. Elle avait dans les mains des crocus et des jacinthes. Et je lui dis, votre grand-mère a dans les mains des crocus et des jacinthes, et on dirait qu'elle est morte à ce moment-là. Elle était morte en effet au printemps. Elle avait beaucoup de choses à lui dire, extrêmement confidentielles, que je lui ai dites, puisqu'elles sont passées par moi. Et je pense que Jean-Luc a bien compris que ce n'était pas une comédie, puisque je ne connaissais Jean-Luc que depuis 9h le matin. Anne Revenling, on l'a vu dans le reportage, vous êtes une personne importante dans l'univers des médias, un petit peu quand même. Occupée. Ça doit effectivement pas être facile d'assumer avec votre fonction le fait que quand même vous parlez avec les morts, c'est bien ça. Alors d'abord au début, je n'ai jamais pensé que je parlais avec les morts. Pendant 2 ans, j'ai été mise en contact avec une médium et pendant 2 ans, je me suis demandé comment elle me possédait, comment elle me roulait. Et elle m'a dit, prenez un papier. Et ce jour-là, j'ai pris le papier et le crayon. Et le crayon a commencé à bouger. Je me suis dit, attends, ça c'est toi qui pousses le crayon, ma chérie, c'est toi qui pousses le crayon. Et ça s'est mis à écrire « je ». Et à ce moment-là, elle a dit « j'entends ce qu'on va vous dire ». Elle a retourné un papier, elle a écrit « je t'aime » en bonne orthographe, pendant que moi, le crayon glissait en diagonale et écrivait « je t'aime » en phonique et signé du nom de mon père qui s'appelait Eugène. Mais vous leur posez des questions sur votre vie quotidienne, par exemple? Est-ce que vous leur avez demandé si vous pouviez venir ici ce soir, par exemple? Oui. Oui, vous leur avez posé la question? Je leur ai posé la question. Et ils vous ont dit quoi? Suis-je absolument obligée de vous dire ce qu'ils m'ont répondu? Dites-nous, c'est intéressant. Ils vous ont dit quoi? Mais tu as bien le droit de te jeter dans la gueule du loup. Mais nous serons là. Nous serons là. Ils sont là? Oui, bien sûr. Bon, donc on est Ils plus sont nombreux pleins que prévu, d'humour, Ils sont pleins d'humour, vous savez. Heureusement. Bon. Heureusement. Docteur Abgral, alors on le voit, Anne Revenling est quelqu'un qui a une fonction sociale importante, qui a les pieds sur terre dans son métier tous les jours. Elle est obligée. Les pieds sur terre, ça c'est. En tous les cas, c'est vous dans qui faites, son métier. Dans son métier. Donc il y a une adaptation sociale. D'accord. Petite Alors nuance. allez-y. Mais vous ne croyez pas, bien sûr, j'imagine, qu'elle parle avec les morts. Moi là, je suis accablé. Je suis accablé. Alors on a 2 solutions. Ou on est dans la conviction délirante. Alors là, c'est un magnifique exemple de conviction délirante. Et je suis désolé de lui parler ça comme ça. Je veux dire, ça me gêne. Ou alors, et ça, conviction délirante, loin de moi cette idée. Ou alors loin de moi cette idée. Dans un autre type de domaine, on est dans l'escroquerie. Parce que je pense pas que ça. Non, pas pour vous en ce qui me concerne. C'est vrai que ce qui est troublant pour Anne Revenling, c'est qu'elle a tout à perdre, a priori. Tout à fait. Vous ne gagnez pas d'argent, on a bien vérifié. C'est plus grave. Vous ne gagnez pas d'argent. Voilà, c'est de la délirance, c'est beaucoup plus grave. Je pense qu'on est les dans médiums qui touchent de l'argent, on peut éventuellement comprendre, il y en a Libye. Là, Anne Revenling ne touche pas d'argent, et en plus, dans son métier, a priori, elle a tout à perdre. Donc c'est vrai que c'est très étonnant. Tout à fait. Alors, moi, je pense qu'on est en plein dans une conviction délirante. Et on en a eu un exemple flagrant, dramatique, horrible. Ça a été celui de l'ordre du Temple solaire. C'est-à-dire, on s'adressait à des gens qui étaient en souffrance, qui étaient en crise. C'est-à-dire des gens qui, même s'ils ont une insertion sociale apparemment correcte, même s'ils ont un équilibre apparemment correct, sont en état de souffrance permanent et ont besoin d'une réponse permanente, ont besoin d'une réponse à des interrogations. Et la seule réponse qu'on peut faire lorsqu'on a perdu quelqu'un, c'est de vous dire, attendez, la mort, ce n'est pas un phénomène biologique qui s'arrête comme ça, c'est quelque chose... Il y a une traduction derrière, il y a une transmission, on va exister au-delà de la mort. Et ça rassure. Mais quand on commence à croire qu'on est en train de discuter avec papa, maman ou avec grand-père à travers le message transmis par Nathanaël ou par Mahomet, eh bien on est capable dans la vie de tous les jours de faire n'importe quoi et puis de se mettre à délirer avec le médium. Moi, j'ai assez dit là-dessus, je crois que... Ça relève de l'internement. En essayant quelques secondes, Anne, de vous mettre à la place du docteur, vous connaissez un petit peu les gens rationnels. Parce que je me suis fait exactement les mêmes réflexions au début. D'accord. Donc il n'y a pas de problème. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous n'avez pas consulté un psychiatre au lieu de continuer dans cette voie. Je pense que vous devriez dire à vos confrères psychiatres qu'on ne soigne pas que les corps. Vous avez dans votre métier un magnifique métier puisque vous êtes des soigneurs d'âme. Je pense qu'il ne faut pas être fermé à ce point-là. C'est un chemin à soi, c'est une expérience privée. On a tous des expériences privées, Absolument. des expériences amoureuses, des expériences douloureuses, Absolument. des expériences de la vie, de la mort, mais ce sont des expériences intimes. Et je crois que lorsqu'on essaie de transmettre ces expériences intimes à quelqu'un d'autre, on prend le risque de déstabiliser la personne et on prend le risque de passer des informations qui n'ont pas été passées au crible de l'intellect. Ce que je voudrais surtout dire, c'est que, au titre de ce que dit le docteur ce soir, que je comprends très très bien, c'est qu'il ne s'agit pas forcément de secte
quand il y a des rapports avec l'au-delà, sinon il faudrait vraiment griller le nombre, toutes les religions de la Terre qui savent qu'il existe un au-delà. Dans les deux cas, on utilise la crédulité des gens, on utilise la fragilité des gens. Anne Revenling, merci en tous les cas. Docteur, vous restez avec nous. On se retrouve juste après la pub. Dans un instant, un faux médium nous prouvera comment nous pouvons voir des esprits là où il n'y en a pas. Les tables volantes, les verres qui se déplacent, mythe ou tricherie géniale. Des victimes d'accidents rapportent leur vision des frontières de la vie. Ont-elles vraiment vu ce qui nous attend après la mort? Des guérisons inexplicables continuent de survenir à Lourdes. Dons divins ou pouvoir humain encore inconnus. Communiquer avec les morts grâce à un simple magnétophone ou une télévision. Certains y croient et prétendent même capter des messages de l'au-delà. Voilà, retour sur le plateau de Normal Paranormal. Tout au long de cette deuxième partie, nous allons aborder des thèmes extrêmement variés. Les expériences de mort imminente, ces gens qui disent avoir vu ce qu'il y a après la mort. Nous parlerons de la transcommunication instrumentale. J'imagine que ce terme vous paraît un peu barbare, docteur, mais c'est la capacité qu'auraient les morts à communiquer avec nous en utilisant des moyens modernes de communication. Mais pour commencer, nous allons parler de spiritisme. Regardez bien les images qui vont suivre. Nous avons organisé une fausse séance de spiritisme. Le médium est donc un faux médium, c'est notre complice, un magicien. Mais les participants, en revanche, pensent vraiment qu'ils vont tenter une communication avec l'au-delà. Regardez ce que ça a donné. Esprit, es-tu là? Si tu es là, manifeste-toi. Communiquer avec les morts dérange, mais intrigue. Qui n'a jamais tenté au moins une fois de faire bouger un verre? Et parfois ça marche. Mais doit-on cela à la manifestation des esprits ou à une manipulation psychologique? Nous avons donc décidé d'organiser une fausse séance de spiritisme pour montrer comment on peut se faire piéger. À quelques kilomètres de Paris, un château va servir de décor à notre expérience. Il est 18h. L'équipe de tournage arrive sur les lieux et commence l'installation de la pièce choisie pour recevoir les invités conviés à la séance. 19h, le décor est planté. Notre médium entre en scène avec son matériel, le Ouija. Une sorte de plateau qui comporte toutes les lettres de l'alphabet. Pourtant, Pascal de Clermont n'est pas un médium, c'est un mentaliste, autrement dit un spécialiste de la manipulation mentale. La séance ne sera donc pas spirit, explication. Ce qu'on va essayer de voir ce soir, c'est si sans faire appel réellement à une entité spirite, il ne peut pas se passer certaines choses. Maintenant, on va plutôt compter sur la psychologie des gens, leur état, l'égrégore, donc l'espèce de force qu'ils vont faire entre eux, ainsi que sur un petit peu de mise en scène, bien entendu, pour se mettre dans l'ambiance. Il est 23h, nos invités arrivent. Ils sont tous convaincus de venir assister ce soir à une véritable séance de spiritisme. Qu'ils y croient ou non, ils espèrent tous un signe de l'au-delà. J'y crois parce que je pense qu'on peut voir au-delà. Je pense qu'il y a des phénomènes qui se passent, qui doivent se passer. J'espère pouvoir assister à quelque chose de convaincant. Je suis sceptique, c'est pour ça que je viens. Je suis un petit peu comme saint Thomas, je crois ce que je vois. C'est vrai que je suis un petit peu sceptique. J'ai eu beaucoup d'échos ou de témoignages disant qu'il y avait quelque chose derrière. Mais j'ai envie de voir par moi-même, vraiment. J'attends de la séance de ce soir, c'est de me prouver qu'il y a quelque chose d'autre. Il est minuit, la séance peut commencer. Fermez les yeux et concentrez-vous. Faites le vide. Et respirez calmement. Esprit, es-tu là? Si tu es là, manifeste-toi. Là, on y est en plein. Esprit, manifeste-toi, il faut bien se dire qu'un esprit censé et normalement constitué a autre chose à faire que venir nous voir dans cette soirée. Donc on va justement pallier à ça. Et on va les appeler longtemps. Et là, on est dans la deuxième phase. Là, les gens sont conditionnés, à ma voix, ils sont conditionnés à être hypersensibles à ce qui va se passer autour d'eux, ils sont attentifs. Pascal va user de tous les stratagèmes afin de maintenir le conditionnement. À ce moment précis, il sait déjà que 2 témoins parmi les 5 vont être plus réceptifs à sa manipulation. En simulant le phénomène de transe, il découvre le prénom d'un esprit souhaitant communiquer. Ouvrez les yeux. J'ai quelque chose qui m'est arrivé. Quel est le prénom de cet esprit que vous appeliez? Jean. C'est? Jean. La première bluffée, c'est Aude.
Manifestation spirite classique, écriture automatique. Je ne connaissais pas effectivement le prénom de l'esprit ou du décédé ou du disparu auquel Aude tenait assez pour justement tenter de l'appeler. Et par des procédés divers, psychologiques, multiples, j'ai pu deviner ce qui pour eux est un miracle déjà. Donc le décor là est plus que planté, l'action a commencé, l'introduction a été faite, c'est à eux d'entrer en scène. Reviens au centre, redis-nous, es-tu présent, esprit? Levez le coude, toujours. Levez le coude, esprit, es-tu présent? Si tu es présent, déplace-toi. Dis-nous oui ou non, es-tu ici? Es-tu présent? Pascal se manifeste de plus en plus violemment. L'étourdissement par la parole fait aussi partie du spectacle. Là, Aude est en transe, c'est très intéressant parce qu'on voit vraiment que la transe est totalement réelle, profonde, tout en n'étant pas inconsciente, c'est une transe consciente. C'est-à-dire que lorsqu'on la voit de face, elle a les yeux ouverts, elle peut parler, mais tout son corps, à partir de sa tête, tout ce qui est plus bas ne lui appartient plus quelque part. Et là, elle va effectivement donner la date de son anniversaire, l'esprit va lui révéler des choses. Le rythme s'accélère. Pascal prend le contrôle du Ouija. Il découvre un second prénom, Robert. Un deuxième intervenant va entrer en jeu. Jarod, est-ce que Robert vous dit quelque chose? Oui? C'est lui que vous appeliez? Oui. C'est sûr? Oui, sûr. Esprit, reste avec nous. Prenez la planchette, Jarod. Ça va pas être facile, hein? Esprit, manifeste-toi au travers de Jarod. Il va essayer de contrôler, il va essayer de ne pas faire ce qu'on appelle le lâcher-prise. Jarod ralentit le mouvement. Il refuse d'entrer dans la partie, mais inconsciemment, il fait bouger la planchette. Manifeste-toi, allez tes énergies, Jarod a besoin de toi. Non, c'est pas M. Le fait de moi d'être sur la Ouija, j'avais l'impression que c'était vraiment moi qui dirigeais, qui pensais que c'était pas quelqu'un qui parlait au travers de moi. Une présence autour de moi, non. Par contre, par chaleur et endroit chaud, endroit froid, air chaud, air froid, là oui, peut-être. Notre expérience est concluante. La planchette a bougé. Chacun a joué le jeu et s'est révélé malgré lui plus ou moins réceptif aux manipulations mentales de notre faux spirit. Pascal de Clermont, bonsoir. Alors je le rappelle, vous n'êtes pas du tout médium, vous êtes mentaliste. En fait, votre truc, c'est la manipulation de l'esprit. Alors la première question, comment vous avez fait pour, en écrivant le mot Jean, deviner que ça allait faire réagir la jeune fille qui était à votre droite? Si vous regardez, je m'adresse bien à Aude en lui demandant « Ça correspond à quelqu'un pour vous ?» Donc là, on rentrerait dans les secrets professionnels et... D'accord, c'est comme un magicien, vous ne voulez pas donner vos secrets. Exactement. Bon, d'accord, ok. Enfin, mais c'est de la manipulation mentale, encore une fois, vous n'êtes pas médium. Alors, Jarod, bonsoir. Pardonnez-nous au début d'avoir un petit peu caché qu'on était en train de vous piéger, mais c'était pour la bonne cause. Après, lorsqu'on vous a révélé finalement notre stratagème, vous nous avez dit que vous n'avez pas trop marché. Cela dit, par moments, vous bougez la planche. Comment vous expliquez ça? Je sais pas, je l'ai ressenti comme si moi j'étais influencé à regarder les lettres, à vouloir aller dessus. Me dire aussi qu'on exploite simplement 20% de notre cerveau, donc est-ce que ça serait le reste qui ferait ça aussi? Il faut savoir qu'il y a des gens très réceptifs que je considère entre guillemets plus ouverts que les autres et qui ont la capacité effectivement d'accéder à d'autres choses en eux. Ça peut être du rêve, ça peut être diverses choses, en étant facilement mis en transe. Et pour moi, je tiens bien à dire que ce n'est pas un signe de faiblesse ou quoi que ce soit. Au contraire, pour moi, c'est un signe d'ouverture d'esprit, d'avoir la capacité de faire du lâcher-prise. Et le cas de Aude est fabuleux, elle a fait un lâcher-prise extraordinaire. Docteur, lorsque vous, psychiatre, vous regardez les gens réagir comme ça, une manipulation, ça vous inspire quoi? Alors on a tous un certain personnage social, on porte tous sur le dos des habits qu'on n'a pas envie d'abandonner devant tout le monde. Et dans ces cas particuliers, les gens sont prêts à se mettre à nu et sont prêts à jouer le jeu à fond. Et c'est en fonction de cette envie de jouer le jeu à fond qu'on va être plus ou moins accessible à telle ou telle technique, plus ou moins accessible à telle ou telle illusion. Justement, on va essayer une autre expérience avec Pascal. On dit souvent que les gens aiment à dire « je ne crois que ce que je vois ». Vous allez découvrir qu'en matière de paranormal, il faut surtout se méfier des apparences. Pascal, expliquez-nous par exemple comment on peut encore tromper les gens en leur faisant croire des choses étonnantes. On va essayer quelque chose. Un guéridon qui est un superbe guéridon et on va essayer de rentrer en contact à nouveau avec Jarod qui est un très bon sujet, quelqu'un qui va se laisser aller. Ce que je vais vous demander, Jarod, dans quelques minutes, c'est de venir récupérer les quelques pierres qu'il y a sur notre guéridon. Vous pouvez vous lever, vous les prenez, et vous allez les prendre dans votre main, droite ou gauche, et prendre le petit sac. Jarod, asseyez-vous. Ça dépend autant de lui que de moi. Jarod, vous avez tout un ensemble de pierres de toutes les couleurs. Vous allez prendre celle que vous préférez, sans me la montrer, sans la montrer à la caméra, et la mettre dans le petit sac.
Est-ce fait, Jarod? Oui, Voilà. ça y est, c'est fait. Maintenant, je vais vous demander de vous concentrer sur le prénom d'une personne qui est décédée. Et ensuite, vous allez me citer, lorsque je vous le demanderai, lentement, toute une série de prénoms, en commençant pas forcément par la personne décédée, mais en y intercalant une personne, 2, 3, 4 vivantes, et on verra si la table réagit à un moment. Concentrez-vous, Jarod, et visualisez cette personne. Il ne faut pas oublier qu'il va me permettre, il va se manifester par mes mains, attention. Hein. Esprit, es-tu là? Un coup veut toujours dire oui, deux coups non. Jarod, je sens une présence, c'est plutôt une présence féminine. Hein. Oui. On est d'accord? Oui, 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 tout à fait, je le sens. Jarod, citez-moi le premier prénom. Germaine. Esprit, es-tu Germaine? Un deuxième prénom, Jarod. Charlotte. Esprit, es-tu Charlotte? Ce n'est pas Charlotte. Marguerite. Esprit, es-tu Marguerite? Ça correspond, c'est bien la personne? Ça correspond. C'est bien elle que vous pensiez? Oui. Marguerite, puisque tu es présente parmi nous, j'aimerais que ton corps astral, ton émanation se projette dans ce sac. Et dis-nous la couleur de la pierre. Est-ce une pierre jaune qu'a choisi Jarod? Est-ce une pierre verte? Est-ce la pierre bleue? L'esprit a semblé nous indiquer la pierre bleue, je crois. Hein? Vous voulez regarder? Je vous en prie. C'est la pierre bleue. Alors, je le rappelle tout de suite, hein, vous n'êtes pas médium, encore une fois, vous êtes mentaliste, donc un magicien spécialisé dans les manipulations mentales. C'était effectivement bien cette personne et la pierre bleue. Alors j'imagine que vous n'avez pas encore nous donné votre truc. Bon, comme il semblerait que si je dis rien, je vais être enfermé sans manger, sans boire et torturé sur Non, le mais plateau. on a envie de savoir, hein, je on peut vais comprendre. vous expliquer. Enfin, une petite partie. On va travailler sur le psychologique, là, totalement. C'est-à-dire que si on demande à une personne très rapidement de choisir une couleur, parmi les couleurs simples, elle choisira rouge. On le sait tous, un objet. Statistiquement. Et ensuite, si on lui laisse du temps de se rétracter, elle choisira 2 ou 3 couleurs qui seront bleues, vert ou jaune. Et ensuite, on essaye de voir à la réaction de la personne comment il réagit à la couleur. Et on a des chances que ce soit vert ou bleu la plupart du temps. Hein. Et on va un petit peu voir comment réagit la personne. Donc là, vous auriez hésité entre deux. Si vous l'avez pressé, Jarod aurait pris la rouge. Et si comme vous l'avez laissé du temps, vous aviez en fait le choix entre deux couleurs. Exactement. D'accord. Jarod, merci beaucoup de vous être prêté à ces deux expériences, une en portage, une en plateau. Merci sincèrement. Pascal, docteur, on se retrouve juste après le reportage qui va suivre parce qu'on va essayer maintenant de comprendre un peu mieux ce qu'est le spiritisme et pourquoi il fascine tant. Il y a d'ailleurs sans doute parmi les gens qui nous regardent des centaines de milliers de personnes qui, adolescents, ont au moins une fois tenté de faire tourner une table ou bouger un verre. En fait, avec le spiritisme, le problème, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il y a un truc. Regardez bien ces images, elles sont extraordinaires. Ces 3 personnes vont réaliser quelque chose d'impossible. Impossible, car au ralenti, on voit que les mains posées à plat ne peuvent pas normalement soulever ce tabouret. Filmées en pleine lumière ou en infrarouge, ces images ne prouvent rien, même si on aimerait croire que des forces occultes se manifestent devant l'objectif. Depuis 150 ans, des dizaines de prétendus spirites s'évertuent à inventer des trucages, grossiers ou subtils, mais toujours étonnants. Du coup, difficile de savoir si les esprits nous parlent ou si tout cela n'est que tour de magie. L'histoire du spiritisme a commencé en 1848 dans l'État de New York. Les sœurs Fox font la une des journaux. Elles prétendent communiquer avec des esprits en décryptant de mystérieux coups donnés dans les murs. Plus tard, elles avoueront avoir triché et menti. Et pourtant, il faudra seulement 6 ans au spiritisme et aux tables tournantes pour passionner le monde entier. Mais le vrai fondateur, c'est un médecin lyonnais, Allan Kardec. Aujourd'hui encore, sa tombe au cimetière du Père-Lachaise à Paris fait l'objet d'un véritable culte. Gravé dans la pierre, son credo devenu religion. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Dès le début, les fausses preuves de l'existence des esprits se sont accumulées, abusant de la crédulité du plus grand nombre. Aujourd'hui, avec le recul, il est relativement facile de voir dans ces documents les procédés rudimentaires de soi-disant spirites. Ici, par exemple, on cherche à faire passer un simple drap pour un fantôme. Là, on veut nous faire croire avec du coton, du tissu ou même des dessins que des esprits se matérialisent. Nous avons enquêté dans presque tous les pays d'Europe, contacté tous les cercles spirites.
Le seul à avoir accepté de nous rencontrer est Jean Couret, spirit à Marseille depuis plus de 40 ans. Tous les spirites ont la foi en Dieu et donc peuvent œuvrer pour le bien de l'humanité. La preuve scientifique pour vous n'est pas importante. La preuve scientifique, ça n'a jamais été un problème pour le spiritisme, du fait qu'on passe au-dessus de cette conception scientifique. Nous n'assisterons pas à une séance collective de communication avec les esprits. Mais M. Jean Couret tient quand même à nous dévoiler quelques documents, des photos qu'il prend pendant les réunions et qui montrent d'étranges phénomènes. Bon, alors cette photo du grand frère, c'est un ami qui est décédé en 1964. Et quelque temps après sa mort, il est venu nous dire « Vous allez me photographier dans l'au-delà. Je vous montrerai que je suis bien vivant. » Quand j'ai senti sa présence, parce que c'est une affaire médiumnique d'avoir une transe pour sentir la présence des esprits quelque part. J'ai senti sa présence, j'ai appuyé sur l'obturateur, j'ai compté 90 secondes, puis j'ai fait développer, et naturellement, il est sorti cette photo que vous voyez là. Donc le spectre de notre ami qui s'appelait Monsieur Larue. La chandelle qui était sur la table a été dématérialisée et rematérialisée devant lui. On appelle cela télékinésie. Depuis, donc, on a correspondu avec lui pour avoir d'autres photos, telles que celle-ci. Dans le noir absolu, ici dedans, une boule. Bon, c'est une boule de lumière, mais évidemment, ça donne un plan. Et puis, toutes ces 4 photos-là, qui sont aussi des énergies qu'il y a dans la pièce ici. Des photos comme celle-ci, il en possède des dizaines. Toutes prises dans le noir, elles montrent selon lui les esprits qui se manifestent pendant les réunions. De quoi alimenter copieusement la foi et la curiosité des membres de son cercle. Ces photos sont impressionnantes, mais il va de soi que le trucage ne peut être totalement exclu. Pour les membres du cercle, ça n'a aucune importance. Ce qui les motive avant tout, c'est la conviction que les esprits sont parmi nous. Depuis ma première séance de spiritisme, comme ça j'ai eu des messages, des indications assez importantes, j'ai continué l'écriture automatique. Je fais l'écriture automatique toute seule, moi. Voilà, et j'ai des messages. Les tables tournantes, les tables qui bougent, les objets qui bougent, on appelle cela la télékinésie, ça peut se faire non pas par la volonté d'un homme, même serait un homme le plus fort en magnétisme, mais par la volonté de l'esprit. Et nous ne commandons pas l'esprit, c'est l'esprit qui commande à l'homme. Nuance. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour évoluer, pour sortir de l'animalité, pour sortir de notre égoïsme. Permettez à de bons esprits de me pénétrer de leur fluide salutaire, afin que je le retransmette aux malades, et détourner de moi toute pensée d'orgueil et d'égoïsme. Au fond, en écoutant ces prières, on s'aperçoit que ce qui se pratique ici ressemble plus à une sorte de religion qu'à des expériences paranormales. Jean Couret, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, on l'a vu dans le reportage, hein, l'histoire du spiritisme est constellée d'escroqueries spectaculaires. Alors, j'imagine que ça ne doit pas être facile, finalement, pour vous d'assumer vos fonctions de président d'un cercle, d'une association spirit, avec ce passé qui est quand même un peu lourd, hein, du spiritisme. C'est bien vrai. Il faut donc avoir une grande foi en ce que nous faisons, grande foi en l'esprit qui est en nous, pour pouvoir continuer une recherche que nous appelons donc le spiritisme philosophique. Et avec notre modernité maintenant, les appareils que vous avez vus de photographie, nous avons des révélations qui ne trompent pas. Nous avons vraiment affaire à des esprits, entre guillemets. Vos photos sont quand même très... Enfin, c'est juste un jet de lumière ou éventuellement... C'est un jet de lumière, c'est une aura. énergie. C'est quand même pas très spectaculaire. Non, c'est une énergie. Je suis arrivé à photographier des énergies, mais photographier aussi des êtres dans l'au-delà. Docteur, quel regard vous portez-vous sur ce type d'association qui mélange une forme de religion, un peu de paranormal? Quel regard vous portez sur ce type de rassemblement? Là, je crois que là, on est dans un domaine qui n'est pas du tout le mien. Je veux dire, c'est celui de la foi. Ce monsieur, moi, me stupéfait parce qu'il a foi en ce qu'il fait. Ses amis ont foi dans ce qu'ils voient, dans ce qu'ils croient voir, dans ce qui se matérialise, ou s'ils croient voir se matérialiser. Et là, c'est une foi. Donc, sur le domaine de la foi, c'est
libre à chacun de croire. Libre à chacun de croire, et puis je veux dire, ça se partage, ça ne se partage pas, ça dépend des gens. Par contre, après, le domaine de la preuve, d'une part, les preuves administrées, moi, ne m'apparaissent pas du tout probantes. J'ai fait pendant très longtemps de la photo, ce genre de choses, on laisse un appareil, on oublie un appareil avec le diaphragme ouvert dans une pièce, on revient, il y a des trucs dessus parce qu'il y a des jets de lumière, parce qu'on n'a pas maîtrisé un truc, et parce que techniquement, il y a des photons qui se baladent n'importe où, et donc qui peuvent impressionner la pellicule. Docteur, on l'a compris, la croyance, ça se respecte. Attention aux dérives sectaires, aux exploitations commerciales ou mercantiles. Jean Couret, merci beaucoup. Pascal de Clermont, merci d'être avec nous ce soir. Nous allons maintenant aborder un thème particulièrement spectaculaire, la transcommunication instrumentale. En clair, des messages que laisseraient des morts sur des magnétophones, des téléviseurs. Pour ceux qui croient aux phénomènes paranormaux, c'est la manifestation la plus concrète, la plus précise de l'existence de l'au-delà. Bien évidemment, les scientifiques ne sont pas du même avis, même si vous allez voir, certains témoignages sont particulièrement troublants. Nous sommes en Belgique, à quelques kilomètres de la frontière française. La voix que vous allez entendre provient d'un enregistrement exceptionnel. Le message aurait été laissé par un mort. On appelle ça la transcommunication instrumentale. Avant tout, je t'aime. Mon père, tu es père. Tu resteras, mais tu me déçois. Cette voix, c'est la voix du fils de Chantal et Vincent Alsoc. L'enregistrement date de 1995. Seulement voilà, leur fils Floris, que l'on voit ici en photo, est décédé en 1983. Il n'avait que 16 mois. Dans ce message, Floris demande à son père d'oublier le drame de sa mort pour s'occuper de sa femme et de ses autres enfants. D'après la voix, l'enfant aurait donc grandi dans l'au-delà. Il aurait aujourd'hui environ 12 ans. Pour ses parents, cela ne fait aucun doute. Vous êtes formel, la voix qu'on vient d'entendre, c'est celle de votre fils, il n'y a aucun doute. Absolument. Bien sûr. Cet enregistrement, Chantal et Vincent disent l'avoir obtenu grâce à un simple magnétophone comme celui-ci. La voix de leur fils serait venue s'y déposer comme par miracle. J'ai pris un magnétophone usagé avec une cassette usagée. J'ai introduit la cassette dans le magnétophone en appuyant sur Rec et Play pour enregistrement. J'ai déposé le magnétophone à côté de mon lit et j'ai laissé tourner pendant 45 minutes. Le lendemain matin, j'ai réécouté la cassette et sur ces 45 minutes était imprimé le message que vous avez entendu. Selon les spécialistes en transcommunication, le cas de Vincent et Chantal serait unique. Ce message serait l'un des plus nets jamais reçus. Tout ça. Je pense que le fait d'obtenir des voix comme on les a obtenues est un signe de l'au-delà qui raffermit les personnes à dire « ben voilà, il y a quelque chose ». Ce quelque chose, Vincent et Chantal, eux, veulent y croire. Les premiers phénomènes de transcommunication auraient été constatés il y a une cinquantaine d'années. Des voix, mais aussi des visages. Magnétophone, téléviseur, téléphone ou ordinateur, tous les moyens de communication modernes seraient concernés. À l'heure d'Internet, les morts semblent avoir retrouvé une seconde vie. Chantal et Vincent Alsoc ne sont pas les seuls à prétendre recevoir des messages de l'au-delà. Corinne Kizakanin aurait également fait cette expérience. Le 30 juin 1989, son mari est victime d'un accident de voiture. Désespérée, elle décide, elle aussi, de tenter sa chance. Voilà, c'est avec ces appareils que j'ai obtenu la voix de Michel. Voilà. Pour la première fois ? Pour la première fois et pour les autres fois également. Dans l'extrait qui va suivre, on peut entendre le premier message où Corinne dit avoir formellement reconnu la voix de son mari. Plus troublant encore, la propre mère du défunt, elle aussi, aurait formellement identifié la voix. Qu'est-ce qu'il vous dit exactement? Parce que c'est pas très audible. Je t'aime tout simplement. Je t'aime. La première fois, il m'a... Enfin là, dans le message qu'on a écouté, c'était « Je t'aime ». Corinne semble sincère. Là encore, pour elle, aucun élément extérieur ne peut être à l'origine de ce message. Sa conviction est d'autant plus forte qu'elle aurait reçu ce témoignage dans des circonstances pour le moins étonnantes. J'ai obtenu le premier message de Michel le 29 septembre, donc 2 mois après son décès,
coïncidence ou pas, c'était la date de sa fête, le 29 septembre, la Saint-Michel. À partir du moment où je pouvais entendre une voix et qu'aujourd'hui personne ne m'a encore expliqué comment il était possible que j'obtienne la voix de Michel alors qu'il était dans un trou, dans un cercueil, je suis forcée d'y croire, je suis obligée d'y croire et c'est vrai que j'ai envie d'y croire. Une fois encore, ce témoignage ne repose que sur la bonne foi de notre interlocuteur. Difficile pourtant de remettre en cause la sincérité de Corinne Kizakanin. Ces phénomènes seraient en plein développement, du moins c'est la thèse d'une association, l'IFRES. IFRES, Institut français de recherche et d'expérimentation spirit. Mais derrière ce nom apparemment sérieux, rien de scientifique. Ici, la transcommunication, on y croit. Mieux, Jean-Luc Royens et Joël Ury veulent nous prouver que ça existe. Ici, il y a un exemple des images que l'on peut recevoir ici dans cet atelier à travers notre module de contact. C'est une des images, à notre avis, les plus intéressantes que nous avons reçues. En effet, on distingue assez nettement les traits d'un visage féminin. Mais ici, on préfère rester prudent. On ne peut pas aujourd'hui affirmer scientifiquement que c'est un esprit. Pour obtenir cette image, Jean-Luc et Joël ont utilisé ce module. Le principe est simple. 2 caméras se filment entre elles. Bon alors maintenant on va éteindre et puis on va essayer de faire bon le Larsen. Hein. D'accord ? Attention, hop là. Le Larsen, c'est tout simplement un phénomène de parasite. Il est dû au fait que les caméras sont reliées entre elles. L'ordinateur, lui, est là pour détecter la moindre manifestation surnaturelle. On est dans comment je pourrais dire, dans une optique de recherche. Donc, comme tout bon chercheur qui se respecte, on ne laisse rien passer, que ça soit pour ou contre la manifestation. Oui, mais voilà, si le discours paraît sérieux et le matériel plutôt impressionnant, quand on creuse un peu, l'aspect scientifique de ces expériences est sévèrement mis à mal. Tout ce module a été construit suite à des messages reçus en écriture automatique. Autrement dit, ce sont des esprits qui ont expliqué à Joël et Jean-Luc comment construire leur incroyable machine. De quoi rester perplexe. Oui, mais alors comment expliquer les apparitions de visages ? Pour comprendre ce phénomène, nous avons renouvelé la même expérience avec un spécialiste vidéo de Paris Télécom, la plus grande école de télécommunications d'Europe. Alors on va faire des essais, je vais commencer par un zoom. Voilà le genre d'effet qu'on peut obtenir. Là. Et donc, à votre avis, il est possible, image par image, de discerner des visages, des formes ? Tout est possible. Hein. Lorsque vous avez des zones qui se présentent de manière aléatoire, alternativement sombre, clair, le cerveau humain doit pouvoir interpréter les choses. On peut obtenir le même résultat en regardant des nuages. Après seulement quelques minutes de recherche, nous sommes parvenus à discerner ce premier visage. Plus impressionnant encore, en cherchant bien, nous avons obtenu cette forme qui se passe de tout commentaire. C'est un phénomène technique, étant donné qu'on a une boucle, c'est dû à l'instabilité de la boucle. Pour moi, il n'y a pas de mystère. C'est un phénomène qui s'explique effectivement techniquement. Nous avons voulu également faire analyser la voix de Floris, le fils de Chantal et Vincent Alsoc. Des chercheurs leur auraient certifié qu'en raison de la fréquence de la voix, il ne pouvait s'agir que d'un phénomène paranormal. Or, pour Louis-Jean Boé, chercheur au CNRS, cette affirmation est impossible. Il n'existe à l'heure actuelle aucun moyen technique pour déterminer l'origine d'une voix. Alors, pour identifier l'individu, il existe des techniques qui ont été éprouvées sur le plan statistique et qui sont excessivement fiables. La première technique, la plus fiable, ce sont les empreintes génétiques. La deuxième façon d'identifier l'individu, ce sont les empreintes digitales. Pour la voix, il ne s'agit non pas ni d'une partie du corps, ni d'une image d'une partie du corps, mais simplement des mouvements de l'air qui ont été provoqués par des mouvements articulatoires de la langue, du larynx, des lèvres. Et donc, on ne recueille même pas cette image d'une partie du corps. C'est pour cela que les techniques qui avancent la possibilité de reconnaître quelqu'un à partir de sa voix ne sont pas fiables actuellement. Nous avons quand même demandé à Louis-Jean Boé d'écouter l'enregistrement de Monsieur et Madame Alsoc. Tu resteras, mais tu me déçois.
Ce type d'enregistrement correspond à une voix tout à fait normale qui a été, disons, enregistrée en très mauvaises conditions, volontairement ou non, avec le microphone très près de la bouche, avec du bruit superposé et avec une déclamation un peu particulière. Cette voix n'a rien de particulier. On peut obtenir ce type d'effet très facilement. On peut obtenir même des effets beaucoup plus complexes qui pourraient changer complètement le timbre de la voix. Pourtant, certains continuent d'affirmer que des preuves scientifiques existent. Nous avons rencontré l'un d'entre eux. Il s'appelle François Brune. Ce n'est pas n'importe qui. On le surnomme le pape de la transcommunication. Pape, ce n'est pas un hasard. François Brune est un ecclésiastique. Il a même écrit un livre, Les morts nous parlent, un best-seller vendu à plus de 140 000 exemplaires rien qu'en France. Dès les premières pages, il donne le ton. Mon ouvrage qui conclut à l'éternité de la vie spirituelle trouve ainsi ses positions en partie confirmées par les recherches les plus avancées dans le domaine de la science contemporaine. Dans l'immense majorité des cas, il n'y a pour moi aucune autre hypothèse possible que d'admettre que l'on communique vraiment avec des morts, que l'on a le dialogue, même dans un certain nombre de cas, directement, question-réponse. C'est assez extraordinaire, c'est merveilleux. Merveilleux peut-être, mais quand on interroge le père Brune sur la validité scientifique de ses expériences, le ton devient plus hésitant. Par exemple, avec quel laboratoire vous travaillez en France ? Alors, en France, non, je connais que M. Ferrandi pour le moment, avec le groupe Infinitude. Après enquête, il s'avère qu'Infinitude n'est autre qu'une association de transcommunication sans réel fondement scientifique. Restent alors des témoignages bouleversants, des phénomènes troublants propices au travail de l'imagination. Malheureusement, et pour longtemps peut-être, les voies de l'au-delà restent impénétrables. Corinne Kizakanin, bonsoir. Bonsoir. Alors, on le voit, hein, votre témoignage est très troublant, mais sincèrement, la première fois que vous avez enregistré, mis en route votre magnétophone, est-ce que vous pensiez sincèrement obtenir quelque chose ? Non, non, c'était sûr que non. J'ai essayé parce que j'avais envie d'y croire. C'est ça, c'est qu'en fait, vous attendiez vraiment un résultat, j'imagine. Bien sûr, on attend quelque chose. On vous annonce que votre mari est mort, on vous annonce que vous n'avez plus rien. Vous avez besoin de vous raccrocher. Tout du moins, moi, j'en ai eu besoin. Et quand vous avez entendu le message, instantanément, vous y avez cru ? Non. Non, pas du tout. J'ai pris cette bande magnétique, je l'ai fait écouter à ma belle-mère, qui, je crois, était la personne qui pouvait reconnaître le plus son fils. Elle l'a reconnu, ne croyant pas du tout en cela, mais elle ne savait pas que je l'avais obtenu après. Pour vous, c'est certain, maintenant vous êtes sûr, ce message est un message de votre mari ? Oui, j'en suis persuadée. Didier Van Coblart, bonsoir. Alors, on ne vous présente plus, hein, vous êtes un écrivain à succès, vous êtes également un scénariste pour le cinéma, pour la télévision. Mais ce qui nous intéresse, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir, c'est que vous avez également... vous êtes intéressé à ce phénomène. Est-ce que vous étiez plutôt rationnel ou est-ce que vous aviez plutôt tendance à y croire ? Je suis intéressé par ce qui arrive aux gens. Et quand des gens aussi simples, aussi les pieds sur terre que notamment les Vincent Chantal-Alexoc ou Madame, il leur arrive cette chose-là qui pourrait faire basculer leur vie, mais ce qui est formidable, c'est que ça ne la fait pas basculer. Et qu'il y a un moment où, évidemment, on est sous le choc, on n'y croit pas, puis ça devient naturel. Et après, au bout d'un moment, on fait autre chose. Docteur Abgral, quand on voit ce reportage, quand on voit le témoignage incontestablement troublant de Corinne Kizakanin, vous, scientifique, ça vous inspire quoi ? Il y a un exorcisme de la mort, donc il y a une peur à exorciser, et on fixe cet exorcisme sur un support. Le support aujourd'hui, il suit l'histoire des sciences. Il y a 100 ans en arrière, on aurait fixé ça sur un dolmen, un menhir, je ne sais pas quoi, qui correspondait à l'esprit archéologique de l'époque. Aujourd'hui, on va fixer ça sur les nouvelles technologies, c'est-à-dire sur une caméra de télévision, sur un magnétophone, un magnétoscope. Alors ensuite, c'est la projection et c'est l'interprétation. Vous connaissez tous le test de Rorschach, on fait des taches d'encre, et dedans, on y voit ce qu'on veut. Ou les nuages dans le ciel. Ou les nuages dans le ciel, on y voit aussi bien un papillon, qu'un masque mortuaire, qu'un dragon, etc., sur la même image. Moi, il n'y a rien qui me convainc là-dedans. Je vais vous citer une petite anecdote. Il y a quelques années, je faisais de la musicothérapie, et j'avais une salle de musicothérapie, donc avec un magnétophone de haute qualité, avec des bandes de haute qualité, avec des baffes de haute qualité. Et un jour, alors que j'étais en train de expliquer à une personne, votre corps est lourd et chaud, etc., tout en lui faisant écouter une musique calme, j'ai entendu « Oh Lulu, je rentre à la maison, hein, tu prépares le pastis ». Bon, on venait de récupérer sur une bande de magnétophone, par un phénomène purement de propagation des ondes de radio, un message parasite. Et moi, je dis que ces messages sont sans... Je ne porte pas du tout un jugement sur
sur le témoignage, la véracité. Non, mais d'autres explications sont possibles. Je pense qu'il peut y avoir... C'est ça qui est troublant, c'est que techniquement, pour l'instant, on n'a pas encore réussi à trouver des choses réellement concrètes. Cela dit, docteur, sur le cas de Corinne, c'est vrai que c'est troublant, c'est qu'au-delà, on n'arrivera jamais à prouver techniquement qu'effectivement ce message est troublant, ça c'est sûr que pour l'instant, on n'y arrive pas. C'est sa position par rapport à cela. Elle a fait son deuil avec ce message, c'est ça qui est troublant. Elle a dit, j'ai eu besoin de cela pendant 4-5 ans, et ça, je trouve ça remarquable. À partir de là, bon, je veux dire, très bien, mais je veux avoir une preuve. Moi, je n'ai pas besoin d'être convaincu. La preuve en elle-même ne m'intéresse pas. J'ai vu des choses incroyables, des manifestations d'objets. Non, pardon d'essayer de me faire comprendre là-dessus, parce que c'est assez délicat. Il faut laisser à chacun son libre arbitre. Ça, c'est je vous propose de conclure. Il faut que chacun puisse... C'est une conclusion. Je veux dire, il y a des gens qui vont faire des choses merveilleuses avec une absence de preuves, et d'autres qui vont avoir des signes, qui vont faire des choses aussi merveilleuses. Le reste... Docteur, en une phrase, pour conclure, pour vous. J'adhère à la croyance et à la foi de madame, mais par contre, permettez de garder mon scepticisme quant à la réalité de la chose. D'accord. Didier Mancovolart, Corinne Kizakana, merci beaucoup. Je vous propose maintenant de faire la connaissance de Chantal et Michael. Sans se connaître, ils ont vécu la même expérience, une expérience réellement exceptionnelle. À la suite d'un accident de la route pour Chantal et d'une opération difficile pour Michael, ils se sont retrouvés entre la vie et la mort et ont alors vécu ce que les scientifiques appellent une expérience de mort imminente. En clair, ils ont eu l'impression de partir dans un autre monde, aux limites de la mort, avant de revenir à la vie. Aujourd'hui, ils témoignent. Regardez. J'avais l'impression que j'étais guidée, que je ne pouvais pas m'arrêter. C'est-à-dire que je volais, vraiment, je volais dans ce tunnel. J'étais acteur et spectateur. C'est-à-dire que je voyais cette lumière, mais j'étais en même temps cette lumière. Ils auraient approché la mort et ce qu'ils en racontent est tout simplement incroyable. Ce qu'ils ont vécu porte un nom. Ça s'appelle une NDE, en français, une expérience de mort imminente. Cela peut-il arriver à tout le monde? Qu'est-ce qu'une NDE exactement? Pour Michael, tout commence il y a 5 ans dans le métro par une forte migraine et un malaise. Je voyais plus un mètre devant moi, le sens de l'équilibre était complètement déréglé. J'avais des nausées, je ne sais pas comment j'ai réussi à sortir du métro. J'ai quand même réussi et donc là j'ai commencé à vouloir rentrer chez moi. Michael y parvient tant bien que mal. Il consulte son médecin qui l'envoie directement dans le service neurologique de cet hôpital. Après une série d'examens, c'est le choc. Michael apprend qu'il a une tumeur au cerveau, grosse comme un noyau de pêche, ici, en blanc sur l'image. Il faut opérer immédiatement. L'opération est lourde, elle dure 9 heures. Mais la tumeur est enlevée. Michael est sauvé. Seulement voilà, il vit une expérience incroyable juste après l'anesthésie. Donc j'étais allongé sur cette table, la piqûre, et là, tout ce qui faisait Michael, tout mon moi, tout mon être, est remonté comme ça et est sorti par le sommet de mon crâne. Mais à partir du moment où j'étais sorti, mon corps, c'était juste des habits posés sur une table. C'était plus du tout moi. Il a ensuite l'impression d'emprunter un long tunnel noir. Pour lui, son corps n'existe plus. Il a la sensation de n'être qu'un esprit qui flotte et qui avance dans ce tunnel. Et j'aperçois une étoile. J'avance. Le fait de penser à cette étoile me fait avancer automatiquement. Je n'ai pas besoin de marcher. J'arrive. Cette lumière était tellement forte, tellement belle, qu'il y a un moment où physiquement, je ne pouvais plus avancer, tellement la force et l'amour que cette lumière dégageait étaient puissantes. C'est vraiment ça qui est important, c'est que c'était le bonheur. Michael pense être allé aux frontières de la vie. Il pense avoir vu ce qui se passe après la mort. Mais au moment où tout cela est arrivé, il avait la boîte crânienne ouverte. Il n'était pas conscient. Dans ces cas-là, le cerveau est en état de choc. Il libère des substances chimiques bien connues des neurochirurgiens. Il y a une cascade de réactions chimiques, parmi lesquelles peut-être on peut trouver des substances qui peuvent provoquer quelque chose d'agréable. On a des endorphines dans le cerveau et peut-être qu'elles participent à cette cascade de réactions chimiques. Il y a des explications chimiques et d'autres psychologiques. La sensation de tunnel, par exemple, s'expliquerait par un phénomène précis. Encore une fois, l'état de choc ou de stress que subit le cerveau pendant une opération y serait pour quelque chose. Il y a un certain nombre de psychologues qui ont dit que
lorsqu'on était dans un état de stress intense, on pouvait éventuellement être dans un état de régression tel qu'on vivait un certain nombre d'expériences très primaires, très primitives, et notamment l'expérience de l'accouchement. Et que l'accouchement était éventuellement un moment que voit le bébé, il voit un long tunnel avec de la lumière au bout, et éventuellement tout d'un coup une grande lumière. Mais l'expérience de Michael va encore plus loin. Elle dure le temps de l'opération, et même plus, puisque Michael dit avoir vu son propre corps du haut de la pièce. Cela se passe après l'intervention. Il est dans une salle de réveil, encore inconscient. Là, je me suis vu allongé. Je me suis vu de haut, je me suis vu allongé. Et j'ai basculé comme ça progressivement du plan où j'étais jusqu'ici, par flash, progressivement. C'est-à-dire que je venais 1 centième de seconde ici, puis le reste là-haut, et puis j'ai basculé comme ça progressivement jusqu'à re-rentrer dans mon corps par le même endroit que par où je suis sorti. Quitter son corps, y revenir, encore un phénomène qui trouverait son explication dans un dysfonctionnement d'une partie du cerveau. L'aventure de Michael n'est-elle que le fruit de son imagination? Pas si sûr, à en croire celle de Chantal, qui pose d'autres questions. Tout commence par un accident de moto. Chantal est avec son mari et un autre ami. Ils partent en vacances avec 3 motos. Dans ce virage, au bout de cette ligne droite, Chantal a failli mourir. Je sors de cette courbe et à ce moment-là, devant moi, un camion arrivait et il avait déjà coupé la ligne médiane de la route. Donc j'ai compris qu'en fait, il m'arrivait absolument droit dessus. Chantal ne peut éviter l'accident. Elle percute le camion de plein fouet. Seulement, elle ne sent pas le choc car elle dit avoir quitté son corps juste avant. Chantal a vu l'accident, mais d'en haut. À ce moment-là, j'ai assisté à tout l'accident. Donc je voyais tout d'en haut. Donc j'ai vu le camion venir se garer effectivement ici. J'ai vu mon corps rouler, la moto rouler à côté de moi. Moi, mon souvenir, c'est vraiment la vision complètement d'en haut. Et je voyais ma moto d'en haut, je voyais mon corps d'en haut. J'ai vu l'ami qui arrivait derrière d'en haut. Étonnant, d'autant plus que Chantal dit avoir décrit toutes les phases de son accident, jusque dans les moindres détails. Pourtant, de là où son corps gisait, il était impossible de tout voir. Son mari lui-même est encore perplexe. Quand elle l'a raconté, c'est vraiment comme si elle avait vu ce que faisait le camion, ce que faisait la moto, ce que faisait elle pendant qu'elle tournait sur la route, etc., quoi. Donc ça fait beaucoup de détails pour quelqu'un qui est projeté à plusieurs dizaines de mètres. Elle d'un côté, la moto de l'autre, le camion qui part de l'autre côté, le copain qui l'a esquivé, qui a mis la roue sur son casque. Enfin bon, il y a des choses, ça fait beaucoup de choses. Qu'en est-il réellement? Pour les spécialistes du cerveau, l'explication est simple. Quelqu'un qui a un accident de moto, entre le moment où il part en vol plané et le moment où il atterrit, il est conscient. Et au moment où il voit sa moto partir, on peut très bien imaginer que son cerveau ait enregistré la trajectoire. Difficile de tout expliquer aussi simplement. La suite du récit comporte une multitude de détails troublants. Comme Michael, Chantal a vu un tunnel. Au bout de celui-ci, une lumière. Mais ce n'est pas tout. J'ai vu cette lumière, je suis rentrée dedans. Donc au même moment, en face de moi, mais encore assez loin, je vois une foule en arc de cercle devant moi, mais encore assez loin. J'ai avancé vers eux sans vraiment reconnaître au départ qu'ils étaient assez loin de moi. Et puis, plus je m'en approchais, plus il me semblait connaître des personnes devant. Et puis surtout, très rapidement, lorsque j'ai été assez près, j'ai vu une petite fille qui venait vers moi. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était ma fille. Ma petite fille était partie à 10 mois et demi. Et je l'ai retrouvée de la taille d'une petite fille qu'elle aurait eue sur Terre à ce moment-là, c'est-à-dire 5-6 ans, 5 ans et demi. J'ai vu cette petite fille venir vers moi et immédiatement j'ai su que c'était elle. Donc j'ai volé vers elle, bien évidemment, et ça a été des retrouvailles extraordinaires, uniquement d'amour. Le récit de Chantal est aussi fascinant que difficile à prouver. Evelyne Sarah Mercier est anthropologue et préside une association de personnes ayant vécu une expérience de mort imminente. Pour elle, toutes les NDE ont un point commun.
Certains traumatismes dans l'enfance prédisposeraient à avoir ce type d'expérience. Donc des violences, un climat négatif, violent même psychologiquement dans la famille, des deuils précoces, des pertes d'objets d'amour, ce qu'on appelle des pertes d'objets d'amour. Comme la perte d'un enfant, par exemple. Si Evelyne Sarah Mercier connaît aussi bien le phénomène, c'est qu'elle s'y intéresse depuis longtemps. Elle a même tenté de le vivre en allant en Afrique. Elle a mangé volontairement une plante qui a provoqué un coma. À cette occasion, elle dit avoir quitté son corps. J'avais l'impression de me déplacer sans corps. Donc effectivement, je volais, comme si c'était mon esprit qui progressait à très très grande vitesse dans des contrées lumineuses. Je ne peux pas dire que ce soit agréable, c'est tellement un choc, c'est au-delà de l'agréable et du désagréable, c'est au-delà du bien et du mal, c'est au-delà de tout ce qui peut être conçu de l'ordre de l'humain. Donc c'est pas agréable, c'est un choc énorme, énorme. Mais qu'ont vu ceux qui reviennent d'une NDE? Qu'y a-t-il après la mort? Michael comme Chantal ont, semble-t-il, trouvé leur réponse. Je n'ai plus du tout peur de la mort, ça c'est une grande évidence, alors que pour moi, avant la NDE, il n'y avait plus rien après la mort. Donc on n'était qu'un corps qui pourrissait. La mort n'existe pas, c'est juste une question de fréquence. C'est ici et en même temps ailleurs. Pour l'instant, la science propose des réponses provisoires et peut être destinée à le rester. Car il n'est pas certain que la science puisse un jour tout connaître de l'esprit humain. Chantal, Michael, bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, votre témoignage nous rend tous optimistes, puisque vous n'avez plus peur de la mort. Vous dites avoir fait une partie du voyage qui mène à la vie après la mort. Alors nous, on est plutôt contents que vous soyez revenu. Mais est-ce que ça a changé autre chose dans votre vie, Chantal? Moi, ça a complètement changé ma vie. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui était très matérialiste, qui était très bien intégré dans notre société de consommation, tout ça. Et c'est vrai que pour moi, la vie n'est plus du tout la même. J'avais un travail qui m'intéressait, dans lequel je réussissais bien. Et même le travail, je l'ai arrêté. Bon, parce que je pouvais matériellement, bien sûr. Mais je l'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que la vie, c'est pas ça. Voilà, on a besoin d'être heureux et c'est vraiment ça qui passe en premier. Docteur, sur ce sujet, vous n'êtes pas un scientifique comme un autre, puisque vous aussi, vous avez fait ce que Chantal et Michael ont appelé une NDE, en français une expérience de mort imminente. Expliquez-nous comment ça s'est passé, votre NDE à vous. Je pratiquais les arts martiaux, c'était en 72 ou 13, et un étranglement sanguin m'a laissé sur le sol. Et bon, je suis revenu quelques instants après, mais 2-3 minutes après, avec ce genre de. Vous avez ressenti le même genre de choses, mais... C'est-à-dire, expliquez, des illuminations, un la sentiment notion de bien-être. tunnel, la lumière au fond, le sentiment de sortir de son corps, de se voir, d'entendre des sons mais de ne pas pouvoir agir, d'avoir le cerveau qui tourne mais avec une impossibilité à agir, une impossibilité à exister par rapport aux autres et à dire oh, on est là. Ce que je voudrais dire, c'est que des NDE, il y en a 200 par jour dans les hôpitaux de France. Ce que vous voulez dire, c'est que vous avez vécu, vous pensez la même chose, mais vous n'avez pas du tout analysé de la même façon. C'est d'une banalité à pleurer. Une NDE, d'abord ce que je voudrais dire, quand on est en train de dire « je suis allé vers la mort, je suis revenu, je porte témoignage ». Non, 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 non. Quand vous prenez l'avion pour aller d'un point à un autre, si votre avion il fait demi-tour et qu'il revient, vous ne pouvez pas dire que vous avez connu l'endroit où vous deviez aller. Les NDE, ça n'est jamais des retours de la mort. Ça a été des expériences qui vous ont amené à un état d'avant la mort. Ils ont frôlé la mort, c'est tout ce qu'on peut dire, quand même. Bon, frôler la mort, pas tant que ça. Frôler à des moments différents. Le fait que leurs témoignages finalement sont assez proches, la lumière, etc., ça ne vous trouble pas? Lorsqu'un cerveau est traumatisé, il y a des zones, et en particulier une zone, la zone temporale. Il suffit qu'on excite cette zone par un scalpel, par une tumeur, par un choc, par une hémorragie, par quelque chose, pour déclencher des hallucinations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, votre ethnologue a fait une expérience de NDE en prenant un produit. C'est les hallucinations toxiques. Alors, ça a été décrit, il y a des bouquins entiers là-dessus, en particulier les bouquins de Castaneda, sur les expériences chamaniques avec utilisation de produits stupéfiants. Il y a eu une expérience qui a été faite. Les gens, par exemple, monsieur dit qu'il a vu son corps sortir du... J'ai vu mon corps, oui, plus les outils qui étaient autour de moi, et j'ai vu les scènes qui après se sont vérifiées. Tout à fait. Ça ne peut pas être une hallucination.
Je ne vous ai pas dit que c'était une hallucination. Je dis D'accord. que là, Non, c'est c'est pas une hallucination. J'étais dans le coma. Tout à fait. Mais D'accord. Tout a votre été réel, cerveau, ce que j'ai vu. votre cerveau reçoit des informations qu'il est incapable d'analyser à l'état conscient. Michael et Chantal, le fait, bon, vous le connaissez, hein, vous Ça- connaissez ces arguments scientifiques. mais ça, Vous, vous n'avez est-ce pas que la ces même- arguments scientifiques ne vous ont jamais troublé? Est-ce que finalement, Jamais. lorsque vous êtes Absolument revenu, jamais. vous vous êtes jamais Jamais. remis en question? C'est peut-être, mais non, mais je veux dire, ce n'est peut-être pas gratifiant comme explication, mais je peux vous certifier. Non, mais le problème, c'est qu'on nous la donne, parce que nous, on nous en donne jamais aucune. Si on va voir un psychiatre, on nous met sous neuroleptique. Ah, pas du tout. on nous Moi, je met... vous mettrai pas Ah, bah, sous bien neuroleptique. évidemment. Alors là, je suis Je vous désolée. dirai- Il y a non, tellement mais de je vous personnes à dirai- qui c'est mais arrivé. non. Docteur, On va avoir des prêtres. Ça n'a rien à voir avec la religion. Alors on fait quoi de nous? Il faut quand même se rendre compte que lorsqu'on vit une expérience comme celle-ci, c'est une expérience qui est extrêmement forte. Ça n'a rien à voir avec une hallucination. D'ailleurs, on s'en rappelle jusqu'à nos derniers Mais jours. c'est facile d'en parler d'ailleurs. Lorsque vous en avez parlé, vous avez eu peur d'en C'est parler. difficile d'en parler. On a vécu une expérience qui est tellement extraordinaire que comment on a compris quelque chose qui est tellement puissant que comment on fait pour se réintégrer dans notre vie C'est vrai, et dans docteur notre Sadi, que société. la rationalité de vos explications peuvent troubler des gens qui ont eu l'impression d'une pas explication nous. formidable. Ça ne trouble pas des expérienceurs. Jamais un expérienceur sera troublé je par voudrais ces juste poser une expériences. question. Je ne suis pas sûr que vous ayez vécu une NDE. Parce que, vu la puissance d'amour que l'on ressent, vous ne seriez aujourd'hui, votre vie, déjà, ne peut pas être la même qu'avant cette Elle n'a pas été expérience. la même avant et après. Oui, mais ça a changé dans votre quel vie, sens? Comment Ça a changé votre vie, vous aussi, docteur? C'est une expérience, moi j'ai estimé ça une expérience intéressante. Bon, en tous les cas, Chantal, Michael, merci beaucoup, merci de votre sincérité, de votre conviction. On voit que vous êtes très très convaincus. Docteur, merci de nous avoir donné l'avis de la science, parce que la science a effectivement des explications sur les phénomènes que vous avez vécus. Nous allons maintenant faire la connaissance d'un homme qui a vécu une expérience tout simplement merveilleuse. Jean-Pierre Belli était atteint de la sclérose en plaques. Pour ses médecins, il ne pouvait pas guérir, mais après un pèlerinage à Lourdes, il s'est remis à marcher d'un seul coup, et aujourd'hui, sa maladie n'est plus qu'un mauvais souvenir. Pour l'Église, c'est un miracle. Pour la science, un mystère. Voici donc l'histoire étonnante de Jean-Pierre Belli, le 66e miraculé de Lourdes. J'avais l'impression de rêver. Comme si quelqu'un parlait à l'intérieur de moi-même. Comme si quelqu'un me disait « Allez, lève-toi, marche ». Il s'appelle Jean-Pierre Belli. En 1987, il se rend à Lourdes car depuis 15 ans, il est atteint d'une sclérose en plaques, une maladie incurable. Son état est préoccupant. Il craint même de ne pas repartir vivant. Pourtant, il espère, sinon la guérison, du moins un soulagement. Il sera comblé au-delà de toutes ses espérances, mais jusqu'au miracle, le parcours sera difficile. Quand je suis arrivé à Lourdes, j'étais tellement fatigué, usé, hein, vraiment usé. J'avais très très mal et j'ai demandé tout de suite qu'on me mette sur un lit pour pouvoir me reposer. À l'époque de sa maladie, Jean-Pierre Belli est suivi par son médecin traitant. Celui-ci se souvient d'un homme extrêmement atteint et diminué. Il ne marchait plus du tout, c'est quelqu'un qui avait besoin de l'aide d'une personne extérieure pour vivre dans les actes quotidiens de la vie, même pour se mettre du fauteuil à la table. On peut dire que c'est quelqu'un qui était cloué sur son fauteuil. Et pourtant, Jean-Pierre Belli est aujourd'hui le 66e miraculé de Lourdes. Sa guérison est d'autant plus incroyable que la sclérose en plaques est une maladie pour laquelle il n'existe aucun traitement. Explication avec un spécialiste de la sclérose en plaques à l'hôpital Tenon à Paris. Voici un cerveau que l'on voit en coupe en IRM. Vous voyez ici les yeux, le nez, la partie arrière du cerveau. Et ici, vous voyez les taches blanches qui correspondent en fait aux lésions de la sclérose en plaques, aux plaques qui donnent le nom à cette maladie. Alors ces plaques sont réparties en fait au niveau des voies de conduction, des fils électriques qui permettent de transmettre l'information. Ces fils électriques comportent un fil et autour une gaine qui s'appelle la myéline. Et c'est cette gaine en fait qui est détruite au cours de la maladie. Résultat, après quelques années, les influx nerveux ne passent plus. Le patient est paralysé. C'est dans cet état, sur une chaise roulante, que Jean-Pierre Belli est arrivé à Lourdes. Il avait alors bien peu d'espoir. Quand on m'a amené devant la grotte le soir même, j'ai fait cette sainte prière. « Seigneur, toi tu me connais, tu sais ce qui est bon pour moi et tu sauras bien me donner ce que tu as de meilleur. » C'est tout, mais je ne demandais pas ma guérison en particulier. J'étais au bout du rouleau et j'avais besoin d'un réconfort.
À ce moment-là, arrive quelque chose d'étrange, une rencontre inattendue. Il y a une dame en blanc qui s'est dirigée vers moi, toute souriante, et puis qui s'est mise à me parler. Je ne la connaissais pas, je n'ai pas du tout reconnu cette dame, mais très souriante. Son sourire m'a beaucoup touché, et elle s'est mise à me dire « N'ayez pas peur, ayez confiance, maman Marie va remettre bon ordre à tout cela. » Chaque fois qu'on essaie de me faire dire que c'était une apparition, je dis non, pour moi, c'est vraiment quelqu'un de bien réel, en chair et en os. Apparition, vision ou simple infirmière, Jean-Pierre Belli y voit surtout un signe de la Providence. Le dernier jour du pèlerinage, il se rend sur l'esplanade pour l'onction des malades. Mais là, pas de miracle. Il rentre alors dans sa chambre et se couche, convaincu qu'il va mourir et que ce sera là sa délivrance. Au moment où on m'a déposé sur mon lit, j'ai commencé à avoir froid. Un froid intense qui venait pas de l'extérieur, qui venait de moi-même et qui rentrait au plus profond de moi-même, quoi. Alors on m'a apporté des bouillottes, des couvertures, mais malgré ça, j'avais de plus en plus froid. Et c'est au plus profond de ce froid que j'ai senti une petite chaleur qui a commencé à naître au bout de mes orteils, mais très faible d'abord, et puis qui a pris petit à petit de l'ampleur, envahissant mes pieds, mes jambes, ma colonne vertébrale, tout mon être entier. J'avais l'impression que c'était une chaleur qui me visitait, comme si c'était quelqu'un qui était chaleur et qui redonnait vie à toutes les cellules de mon corps. Au fur et à mesure que cette chaleur grandissait, je sentais la vie revenir dans tous mes membres, quoi. Et puis à un moment donné, je me suis senti soulevé et je me suis retrouvé assis sur le bord de mon lit, les jambes pendantes, me demandant bien ce que je faisais là. Je sentais cette vie qui revenait en moi. C'était vraiment quelque chose de merveilleux. Et à ce moment-là, j'ai glissé de mon lit, j'ai mis les pieds par terre, j'ai commencé à faire mes premiers pas, mais comme un bébé qui apprend à marcher. Ça me dépassait tellement que je me suis dit, mais tu rêves, tu es en train de rêver. Jean-Pierre Belli marche à nouveau. Pourtant, s'il semble guéri, il n'est pas encore un miraculé. Pour être considéré comme tel, il va devoir déclarer sa guérison au bureau médical de Lourdes. À partir de là, une très longue procédure va commencer. Une commission internationale composée de médecins va l'interroger, examiner son dossier médical, enquêter. Il faudra 12 ans à l'Église pour faire de Jean-Pierre le 66e miraculé de Lourdes et vérifier qu'il répond aux 7 critères de la guérison miraculeuse. Premièrement, il faut que la maladie soit grave, de pronostic fatal, on ne garde que ces maladies-là. Deuxièmement, que le diagnostic soit précis, assuré. Troisièmement, que ce soit une maladie organique, lésionnelle, ce qui élimine toutes les maladies psychologiques, fonctionnelles ou nerveuses. Quatrièmement, qu'il n'y ait pas eu de traitement expliquant la guérison. Donc ça, c'est à discerner, c'est pas toujours évident. Cinquièmement, que la guérison soit subite, soudaine et instantanée, ce qui est très caractéristique de Lourdes. Sixièmement, qu'elle soit complète. Et septièmement, qu'elle soit durable. Ce n'est pas une rémission, c'est véritablement une guérison. Avec Jean-Pierre Belli, Lourdes n'aura pas failli à sa réputation. Une réputation vieille de 143 ans. Tout a commencé en 1858. Une petite bergère, Bernadette Soubirou, raconte au village qu'elle a vu apparaître la Vierge Marie dans une grotte. Les curieux affluent, les premières guérisons surviennent et le monde s'enflamme. Aujourd'hui, chaque année, ce sont 6 millions de visiteurs qui descendent à Lourdes, soit jusqu'à 25 000 personnes par jour. L'industrie lourde tourne à plein régime, et ça, ce n'est pas un miracle. Pourtant, à y regarder de plus près, les miracles ne sont pas si nombreux que ça à Lourdes. 66 personnes seulement en 143 ans. Les critères de l'Église sont certes draconiens, mais de plus, un miraculé non catholique ou simplement divorcé n'a aucune chance d'être reconnu par l'Église. En outre, 54 des 66 miraculés sont des Français, alors que les visiteurs étrangers sont majoritaires. À cela, aucune explication. On peut dès lors se demander ce que les médecins et les scientifiques pensent d'une guérison, comme celle de Jean-Pierre Belli. Pour le docteur Enzeleff, guérir de la sclérose en plaques est impossible. Mais certains paralysés peuvent néanmoins se remettre à marcher. Ça a tout l'air d'un paradoxe, mais il y a une explication. Le handicap dans la sclérose en plaques est lié à l'atteinte du système nerveux.
elle n'est pas psychologique. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un petit handicap d'origine neurologique et un gros facteur psychologique et peuvent paraître beaucoup plus atteints qu'ils ne le sont en réalité. D'accord, donc s'ils sont couchés, c'est pas forcément d'origine, je veux dire, organique, quoi. Tout à fait. C'est pas forcément d'origine organique, ça peut être d'origine psychologique. Aucun document ne prouve la disparition de la maladie de Jean-Pierre Belli. Et pour cause, il n'a fait aucun scanner du cerveau, ni avant ni après sa guérison. Difficile donc de savoir quel était réellement son état. Et à l'entendre, avant son miracle, le facteur psychologique chez lui ne semblait pas si négligeable. Je me culpabilisais pour un rien, pour des fautes peut-être que j'avais commises, mais j'avais demandé pardon auparavant. Mais je ressassais ça sans arrêt. Et ça m'empoisonnait l'existence. Quand notre aumônier est venu me donner ce signe sur le front et dans les mains, cette onction avec l'huile, à ce moment-là, tout a basculé autour de moi. J'avais l'impression d'être ailleurs. Et toutes mes angoisses, toutes les questions que je pouvais me poser, tous les scrupules que j'avais, tout ça a été balayé en un instant. Au fond, comme le rapporte l'Évangile, Jésus guérissait parfois en disant simplement « Va, tes péchés te sont remis ». Pourtant, s'il suffisait que les angoisses s'envolent pour que le mal disparaisse, on devrait pouvoir constater des guérisons inexpliquées ailleurs qu'à Lourdes. Or, c'est précisément ce qui se passe. Dans le monde entier, toutes maladies confondues, on a déjà constaté plusieurs milliers de guérisons inexpliquées. Pour le seul cancer, au moins 370 cas restent encore très mystérieux. Le professeur Schraub, cancérologue, s'est penché sur l'étude de 2 cancéreux miraculés à Lourdes. C'était un jeune homme de 25 ans et une jeune fille qui avait 18 ans. Ce sont des cancers qui ont été vérifiés. On les a vus au microscope, sans aucun problème. Et brusquement, on ne sait pas pourquoi, ces tumeurs ont régressé. Je ne sais toujours pas pourquoi. Alors, est-ce qu'il y a effectivement une influence du psychisme? Je ne le crois pas, mais pourquoi pas? Peut-être que dans 50 ans, on va me démontrer, je ne serai plus là, mais enfin, on va me démontrer que c'est une action qu'on ne connaissait pas. Est-ce que c'est l'action éventuellement parce que dans cette tumeur, il y a eu certains gènes qui ont fait que, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour moi, c'est inexpliqué. Inexpliqué, mais pas inexplicable. C'est une question de temps et la science finira peut-être par comprendre le phénomène. Un phénomène essentiellement biologique, car pour le professeur Schraub, même la volonté de guérir ne fait pas le poids face à la maladie. C'est une question qui vient sur toutes les lèvres. Est-ce que je ne peux pas guérir moi-même par ma volonté du cancer? Alors, il y a eu des études qui ont été faites. Il y a eu des études notamment pour des cancers avancés pour lesquels on s'est dit si le malade lutte, est-ce qu'il va vivre plus longtemps ou est-ce qu'il va même guérir? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Probablement aussi parce que le biologique est tellement important que le psychisme ne peut pas, disons, réagir. Oui, mais voilà, Jean-Pierre Belli, qui croyait mourir paralysé sur son lit, est aujourd'hui bien vivant. J'ai le sentiment vraiment d'avoir été touché par la grâce, et ça tous les jours de ma vie. Tous les jours, à tel point que, comme je dis, j'aurai pas assez de ma vie terrestre pour dire merci. Il me faudra toute mon éternité pour le faire. Le Seigneur m'a remis debout dans mon cœur et dans mon corps. C'est comme ça que je le vis. Miracle, biologie ou force de l'esprit, le mystère reste entier. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une force quelque part, en nous ou au-dessus de nous, et que cette force, quelle qu'elle soit, peut changer le cours d'une vie. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, docteur, mais lorsqu'on voit le témoignage de Jean-Pierre Belli, on voit cette sérénité, ce bonheur, on dit touché par la grâce, mais en tous les cas, le bonheur de Jean-Pierre Belli fait plaisir à voir. Cela dit, vous, en tant que scientifique, quand on vous dit que Jean-Pierre Belli est miraculé, vous analysez ça comment? D'abord, je suis ravi pour lui. La seule chose que je peux dire, c'est qu'on sait que la sclérose en plaques est une maladie qui évolue par phases. Il y a des phases de régression impressionnantes et il y a des phases d'aggravation impressionnantes. Tout ce que je souhaite à M. Belli, c'est d'être dans une phase de rémission et de guérison jusqu'à la fin de ses jours. Ceci dit, il n'y a rien de mystique là-dedans. Père Laurentin, bonsoir. Vous, les miracles, forcément, vous avez une opinion un petit peu différente de celle du docteur, mais lorsqu'on voit, on l'a vu aussi dans le reportage, qu'il y a finalement plus de guérisons miraculeuse, ou en tous les cas inexpliquée, dans les hôpitaux qu'à Lourdes, est-ce que ça ne vous pose pas quelques problèmes? Est-ce que finalement, il faut être vraiment catholique pour être miraculé? Oui, écoutez, j'hésite un peu à parler parce que, docteur, vous avez fait votre siège, vous avez des explications à tout, hein, et
je reconnais que vous avez raison d'étudier toutes ces questions par en bas, c'est-à-dire par les conditionnements. Moi aussi, je l'étudie, mais tout ce que je dirais, je crois que ça vous sera absolument étranger. Non, je crois Alors, je me dis, est-ce que je perds mon temps? Parce que vous avez un art parfait de réduire d'un point de vue qui est scientifique. Mais moi, je reconnais le point de vue scientifique. C'est pour ça que j'ai tellement travaillé avec tellement de médecins, des dizaines. Mais moi, j'essaie de voir si, dans le miracle, eh bien, et puis dans d'autres choses, et puis dans ma vie personnelle, il n'y a pas autre chose qui se passe, hein, et qui n'est pas forcément un miracle. Hein. Et quand vous énoncez vos explications probables, eh bien, je les prends en considération et elles m'intéressent. Docteur, on voit, hein, c'est effectivement une croyance. On est sur deux modes de réflexion tout à fait différents. Donc, je respecte tout à fait la position de l'abbé. Moi, je pense que tous les miracles actuels ont une explication logique, ont une explication médicale, ont une explication cartésienne. C'est pour cela que les médecins de Lourdes ne concluent pas au miracle. On est d'accord, alors. Ils concluent simplement... il y avait bien telle maladie, il y a une guérison complète, instantanée, déroutant la médecine, et puis donc qui déroute la chose médicale. Et ce n'est pas les médecins qui disent il y a miracle, c'est l'évêque, et encore, pour Jean-Pierre Belly, bien que ce soit classé dans les miracles de Lourdes, il a précisé dans une interview, je n'emploie pas le mot miracle, par respect pour les nuances que mettent les médecins. Voyez-vous, nous travaillons beaucoup plus dans la nuance que... Il me semble-t-il que vous ne faites quand, face à vos précédents interlocuteurs, vous essayez de leur prouver absolument que toute leur expérience est une illusion. Voyez-vous, pourquoi est-ce que vous ne laissez pas une porte ouverte? Moi, j'ai beaucoup de portes ouvertes dans mon savoir, hein, de vieil homme, beaucoup plus vieux. Je crois que ce sera effectivement la question de ce soir. Mais effectivement, je crois que pour que la science progresse, il faut qu'il y ait des systèmes de référence qui soient des systèmes fixes et pas des systèmes mobiles qui changent au fil du temps. Et je veux dire, la science est construite sur des postulats, sur des règles, sur des théorèmes. Et ça n'est pas adaptable, alors que la foi est adaptable. Mon père, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Docteur, merci d'avoir été avec nous tout au long de cette soirée. Juste avant de nous quitter, je dois maintenant vous lire un droit de réponse qui concerne le premier numéro de Normal Paranormal. À cette occasion, nous avions demandé à une voyante de faire une expérience. Elle avait émis quelques hypothèses, fait quelques affirmations. Et je dois maintenant vous lire le droit de réponse des personnes concernées. Vous allez voir, ça va être très court. À la suite de la dernière émission Normal Paranormal du 8 mai 2001, Madame Violette Medrano, veuve du célèbre directeur de cirque, a tenu à préciser que contrairement à ce qu'avaient indiqué les personnes interrogées dans le reportage au sujet du cirque Medrano, son mari et elle n'avaient, à l'époque de la fermeture du cirque, aucun problème d'argent, n'avaient laissé aucune dette et n'étaient pas partis à la sauvette, pour reprendre l'expression utilisée. N'étant pas propriétaire des lieux, ils savaient que la fermeture du cirque devait intervenir un jour ou l'autre et que même si cela constituait une rude épreuve, elle ne pouvait être assimilée à une échéance personnelle. Voilà, dont acte. Maintenant, nous pouvons tranquillement nous quitter, maintenant que ce droit de réponse a été fait. Vous pouvez, si vous voulez, suivre à nouveau Normal Paranormal, eh bien, surfer sur le site internet d'M6. Il y aura même un chat en direct demain soir. Quant à moi, je vous retrouve très très bientôt. Au revoir. Normal Paranormal continue sur m6.fr.